Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Jean-Paul Gissereau, présentent. Louis XIV, le plus grand roi du monde, de Lucien Belli, lu par Marc-Henri Boisse. Louis XIV. La scène se passe en 1700. Louis XIV veut voir le nôtre, qui a dessiné pour lui tant d'admirables jardins, alors que ce grand créateur est fort âgé et fatigué. Il meurt un mois plus tard. Le monarque décide de se promener avec lui et de le faire asseoir dans une chaise roulante à côté de celle qu'il utilise lui-même parce qu'il souffre de la goutte. Le nôtre s'exclame. « Ah, mon pauvre père, si tu vivais et que tu puisses voir un pauvre jardinier comme moi, ton fils, se promener en chaise à côté du plus grand roi du monde, rien ne manquerait à ma joie. » Le nôtre, homme sincère, n'a rien d'un vil flatteur. Ce qu'il dit correspond sans doute à l'idée que les contemporains se font du roi de France en général et de Louis XIV en particulier. Comme l'architecte Ardouin Mansart se trouve là aussi, le nôtre ajoute « Il faut avouer que votre majesté traite bien son maçon et son jardinier. » Le jugement des contemporains. Dès la jeunesse de Louis XIV, le cardinal Mazarin, son premier ministre, lui demandait d'être, comme sa mère le souhaitait aussi, non seulement le plus grand roi du monde, mais le plus honnête homme. Tous les Français pensent que Louis XIV a bien suivi la leçon de son parrain. Ils sont invités à le célébrer pendant son long règne et, en effet, ils le soutiennent dans ses entreprises. Un moine défroqué, réfugié en Hollande et devenu protestant, se moque de cette soumission. Entendez-moi un paysan français qui peut à peine fournir à payer sa taille, l'impôt direct, raisonner à sa manière rustique sur une pinte de vin, des conquêtes et des victoires du roi ou de la conversion des hérétiques. Ce manant triomphe, et je pose en fait qu'il ne voudrait pas changer sa condition contre celle de vos bourgmestres, les riches notables hollandais. Il ajoute « Si vous aviez vu pendant la dernière guerre nos gueux danser autour d'un feu de joie, vous demeureriez d'accord que la pauvreté sied bien aux Français. » Sur son lit de mort, en 1715, Louis XIV lui-même s'adresse à son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, et lui aurait dit « Mon cher enfant, vous allez être le plus grand roi du monde. » Le maître d'écriture du dauphin fait pour celui-ci une transcription de ces paroles et placera ce texte au-dessus de son lit. Pour le vieux souverain, comme pour les hommes de son temps, le roi de France, quel qu'il soit, est bien désormais le plus grand roi du monde. Les princes européens rendent aussi hommage au souverain français. Ainsi, à la fin du XVIIe siècle, le roi de Suède exprime son souhait de se lier avec Louis XIV, qu'il qualifie de plus grand roi de l'Europe. Un jeune monarque qui se révèle un étonnant chef de guerre admet sans hésiter que le roi de France a le premier rang en Europe. Même le roi d'Angleterre, Georges Ier, pourtant hostile à la France, lorsqu'il apprend le décès du souverain, avoue qu'il n'est pas fâché de la mort du roi par rapport à son intérêt particulier, mais reconnaît aussitôt que c'était un très grand prince. La vision d'autrefois, un monde hiérarchisé. Ainsi, Louis XIV se place au premier rang parmi les nombreux rois. Selon les conceptions communes du XVIIe siècle, l'ordre sur terre est nécessaire, et il renvoie à l'ordre que Dieu a établi dans le ciel. Chacun a sa place, son rang dans une hiérarchie qu'il ne faut pas bouleverser sous peine de voir le monde s'anéantir. Dieu a aussi créé les monarchies, leur a donné la perfection et en a fait le système politique idéal. Donc, une hiérarchie naturelle organise aussi la société des princes, rangeant chaque souverain sur une échelle européenne dont chacun rêve par ailleurs de gravir des échelons. Longtemps, une rivalité a opposé le roi de France et le roi d'Espagne sur ce terrain. Mais Louis XIV pense, dès 1662, l'emporter définitivement dans cette lutte de préséance et s'imposer comme le premier des rois de la chrétienté, juste derrière l'empereur. Lorsque son petit-fils devient roi d'Espagne en 1700, Louis XIV a la certitude d'avoir le premier rang.
Bien sûr, il reconnaît la prééminence honorifique de l'empereur, le chef du Saint-Empire, en gros l'Allemagne. Mais il a tendance à considérer l'autorité impériale comme un fragile héritage du passé, d'autant que l'empereur est élu par les princes électeurs et non souverain par la volonté de Dieu. Dans les mémoires qu'il a fait rédiger au début de son règne pour l'éducation de son fils, Louis XIV exprime sa pensée à ce sujet, tout en affirmant la singularité de sa lignée et de la monarchie française. « Je ne vois donc pas, mon fils, par quelle raison les rois de France, rois héréditaires et qui peuvent se vanter qu'il n'y a aujourd'hui dans le monde, sans exception, ni meilleure maison que la leur, ni monarchie aussi ancienne, ni puissance plus grande, ni autorité plus absolue, seraient inférieures à ces princes électifs. » L'Europe chrétienne se considère comme supérieure à tout ce qui existe ailleurs dans l'univers, volontiers réputée barbare et peuplée de populations inférieures et païennes. Certes, le sultan turc, le grand Moghol en Inde ou l'empereur de Chine ont une impressionnante puissance, mais les rapports avec ces princes lointains restent limités et on ne pense guère à eux. Le roi très chrétien, comme on désigne le roi de France, peut donc se considérer comme le plus grand roi de la terre. Une telle assertion trahirait à nos yeux un orgueil démesuré ou une folie vaniteuse. Les ennemis de Louis XIV ne se privent pas de l'accuser de viser à la monarchie universelle. En réalité, dans la vision politique de ce temps-là, cette primauté semble un axiome évident pour le roi lui-même, pour les princes, ses voisins et rivaux, pour ses sujets et pour nombre des hommes de son temps. La puissance formidable de la France en Europe. Cette exaltation de Louis XIV renvoie à la crainte qu'inspire alors la puissance française. Forte de près de 20 millions d'habitants, la France fait la guerre et remporte longtemps des victoires qui lui permettent de s'agrandir. Il faut de grandes coalitions pour la contenir, et malgré les défaites, elle reste redoutable. La mobilisation des Français a permis ces succès durables, même si la plupart d'entre eux ne participent pas eux-mêmes au combat, confiés à des soldats de métier. Ainsi, les princes européens ne peuvent qu'admirer la capacité du roi de France à obtenir de ses sujets d'immenses sommes pour ses armées et sa marine. De plus, ils voient la magnifique transformation de Versailles et l'épanouissement de la culture française. Les peuples d'Europe, même s'ils apprennent à haïr le souverain français, ne sont pas moins impressionnés par le poids singulier de son royaume. Il ne s'agit pas de considérer aujourd'hui Louis XIV comme le plus grand roi du monde. Ce livre cherche à comprendre comment un tel jugement s'est imposé pendant sa vie et après lui. En inspirant un respect craintif, Louis XIV incarne un moment de l'histoire de France. Auparavant, le roi d'Espagne lui aussi se voyait comme un roi planète, et plus tard la reine Victoria d'Angleterre prend au XIXe siècle le titre d'impératrice des Indes, ce qui exprime bien la suprématie anglaise dans le monde. Néanmoins, il ne faut pas surestimer la puissance française au temps de Louis XIV. Longtemps, la monarchie espagnole reste redoutable, encerclant la France et dominant un empire qui s'étend sur une grande partie de l'Amérique et sur les Philippines. La Hollande s'installe dans les îles de la Sonde, l'Indonésie d'aujourd'hui, et l'Angleterre rivalise avec elle, créant de vastes colonies en Amérique du Nord. De leur côté, les Portugais sont présents sur les côtes de l'Afrique et de l'Inde, jusqu'à Macao, porte de la Chine. Toute l'Europe chrétienne redoute enfin l'empire musulman des Turcs, qui contrôle les Balkans et la Grèce, même une grande partie de la Hongrie, ainsi que tous les rivages de la Méditerranée à l'est et au sud. C'est pourquoi, pour mieux situer et comprendre la figure de Louis XIV, il faut le comparer avec les princes de son temps, avec les souverains, ses collègues, en étudiant de près les relations courtoises ou belliqueuses qu'il a entretenues avec eux, mais aussi le replacer au milieu des Français, puisqu'il est le premier des gentilshommes et doit être le père de ses peuples. Dans cette perspective, les contemporains et les historiens expriment des jugements réservés, hésitant à voir en Louis XIV un bon roi, avant tout parce qu'il a persécuté certains de ses sujets. Un acteur sur la scène. Louis XIV nous semble bien connu. L'image qu'il a laissée est très nette, bien dessinée. En fait, l'homme nous échappe un peu, car il semble presque toujours s'effacer derrière le roi. Le prince, maître de ses gestes et de sa parole, n'a pas trop laissé deviner ses rêves ou ses souffrances. Tout au plus a-t-il montré au grand jour ses passions amoureuses.
En fait, il ne se livre pas. Saint-Simon, comme bien d'autres, a noté cet art royal par excellence. Le secret est impénétrable, et jamais rien ne coûta moins au roi que de se taire profondément et de se dissimuler de même. Après d'autres, et comme bien d'autres, il faut donc faire ici l'histoire d'un règne tout autant que d'une personne. Cela s'impose d'autant plus que l'on attribue au roi tout ce qui se fait en son nom. Bref, il faut évoquer, à travers lui, l'histoire d'un État, d'un royaume et d'un peuple. Pour accomplir la tâche que Dieu lui a confiée, puisqu'il l'a fait roi, Louis XIV veut jouer à la perfection son rôle de monarque. Il a appris d'un cardinal romain qui introduit en France l'opéra et d'une mère espagnole passionnée de théâtre. Lui-même aime dès son enfance ce qui devient au XVIIe siècle un art suprême. Or, pour ses contemporains, les princes jouent sur une scène qui est le théâtre de l'Europe. Ainsi, au sens premier du mot, Louis XIV est un acteur sur la scène. Il a appris ou compris que régner est un art, et il se montre en cela tantôt majestueux, tantôt sinistre, un artiste. Ce livre propose donc de regarder Louis XIV jouer son rôle de roi, de premier roi du monde. Louis Dieudonné. La reine de France, Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, accouche d'un fils au château de Saint-Germain-en-Laye le 5 septembre 1638 à 11h15. L'enfant reçoit, selon la tradition française, le titre de dauphin. Tout le royaume se réjouit, avec le roi, de cette naissance attendue pendant 23 ans. Un Bourbon. En effet, le jeune roi de France, Louis XIII, né en 1601, a épousé dès 1615 la fille de Philippe III, roi d'Espagne, Anne d'Autriche. Elle porte ce nom car elle est issue de la maison ou dynastie des Habsbourg, ou d'Autriche, qui a formé deux branches, l'une à Vienne, l'autre à Madrid. Dans l'Europe de ce début du XVIIe siècle, nul ne peut imaginer de mariage plus éclatant et glorieux. Louis XIII règne depuis l'assassinat en 1610 de son père, Henri IV, le premier roi de la maison de Bourbon, branche cadette de la dynastie capétienne. Si le bon roi Henri a eu bien du mal à s'imposer sur le royaume de France, sa mort tragique l'a transfiguré. Après lui, toute la lignée des Bourbons profite de la légende, naissant peu à peu autour de ce monarque truculent et généreux qui a mis fin aux guerres de religion, en imposant la coexistence des deux confessions chrétiennes, le catholicisme et le protestantisme, par l'édit de Nantes de 1598. Henri IV réunit à la France son minuscule royaume pyrénéen de Navarre autour de Saint-Jean-Pied-de-Port. Les souverains de la lignée de Bourbon seront désormais rois de France et de Navarre, accolant dans leurs armoiries aux lys les chaînes de Navarre. La protection de Saint-Louis. Les Bourbons s'appuient aussi sur le souvenir sacré de Saint-Louis, leur ancêtre du Moyen-Âge, cet ancêtre qu'ils avaient en commun avec leurs prédécesseurs les Valois, et qui leur a ainsi permis d'obtenir la couronne royale. Le culte de Saint-Louis n'a eu qu'une place secondaire jusqu'au XVIIe siècle, mais il s'impose avec la nouvelle dynastie. Le prénom de Louis est donné en 1601 au dauphin, le fils aîné du roi Henri IV, et cela devient la règle après lui. En 1618, la monarchie proclame Saint-Louis patron et protecteur de la France, associant ainsi sainteté et souveraineté. Tout au long de sa vie, Louis XIV placera sous la protection du Saint-Roi des institutions qu'il crée. Ainsi, l'Hôtel des Invalides, avec l'église Saint-Louis, la maison de Saint-Cyr, siège de l'Institut Saint-Louis, destiné à l'éducation des jeunes filles de la noblesse, et l'ordre militaire de Saint-Louis pour récompenser les soldats valeureux. Selon les idées du temps, le sang du roi que l'Église a canonisé coule dans les veines de ses descendants, ce qui leur donne sans doute des forces et des vertus exceptionnelles, tandis que la protection céleste de cette figure respectée distingue la Maison de France des autres lignées royales qui ne comptent pas forcément d'élus de Dieu dans leur généalogie. Un mariage glorieux et malheureux. Anne d'Autriche,
née elle aussi en 1601, est pour Louis XIII un beau parti. L'arrière-petite-fille de l'empereur Charles Quint apporte la gloire de ses ancêtres, et son père gouverne la plus grande puissance du temps, mais elle doit renoncer à tous ses droits éventuels à la succession d'Espagne. Le poète Malherbe, dans ses stances sur le mariage du roi et de la reine, écrit « Certes, c'est à l'Espagne à produire des reines, comme c'est à la France à produire des rois. » Et il encourage le couple royal à l'accomplissement de leur union. Tout le plaisir des jours est en leur matinée. La nuit est déjà proche à qui passe midi. En réalité, ce brillant mariage de deux adolescents, qui n'est sans doute consommé que plus tard, en 1619, et non sans difficulté, n'est pas heureux. Le roi n'est sans doute guère sensible au charme féminin, entretenant plutôt des amitiés viriles. La reine a aussi le malheur de faire 4 fausses couches, 1622, 1624, 1626, 1629. Les relations entre Louis XIII, mélancolique, sévère et misanthrope, et la reine, réputée romanesque, mondaine et frivole, deviennent même mauvaises. Le frère du roi, Gaston d'Orléans, apparaît alors comme l'héritier probable de la couronne, et il se trouve au centre d'intrigues qui maintiennent un climat d'instabilité politique en France. La personnalité de Gaston contraste avec celle de son frère. Léger, amusant, séduisant, il sait gagner les cœurs. Il entraîne volontiers ses amis dans des aventures politiques, n'hésitant guère à les trahir lorsque le jeu devient vraiment dangereux, en particulier lorsqu'il faut décider l'assassinat du Premier ministre que Louis XIII a choisi, le cardinal de Richelieu. Gaston laisse ses complices monter à l'échafaud, mais finit toujours lui-même par obtenir le pardon de son frère. Il encourage pourtant la résistance à la politique royale, d'autant que Richelieu propose au roi une politique ambitieuse et difficile, qui conduit la France à entrer en 1635 dans une grande guerre contre le roi d'Espagne, alors Philippe IV, le propre frère de la reine, bientôt contre tous les Habsbourg et leurs alliés. La France s'engage ainsi à son tour dans le grand conflit européen commencé dès 1618, la guerre dite de 30 ans, qui oppose les Habsbourg à des populations et à des princes surtout protestants. Le pari se révèle risqué pour la France, car l'Espagne s'est constituée un immense empire de l'Amérique à l'Asie, a réussi à mettre la main sur le Portugal et ses colonies, et possède aussi la Sicile, la Sardaigne, Naples et Milan, ainsi que les Pays-Bas, Belgique et Luxembourg actuels. Quant à l'empereur, aussi issu de la maison de Habsbourg, chef du Saint-Empire de nation allemande, s'il doit compter avec ses puissants vassaux, comme le duc de Bavière, l'électeur palatin, l'électeur de Brandebourg et l'électeur de Saxe, il s'appuie aussi sur ses domaines héréditaires dont l'Autriche, et des terres en Alsace, ainsi que sur la Bohême, aujourd'hui la République tchèque, et sur la Hongrie. Une longue attente. Dans la terrible aventure politique où le royaume de France s'engage, le roi et son premier ministre se montrent impitoyables à l'égard de tous ceux qui se laissent tenter par les avances des Espagnols. L'inquiétude suscite le soupçon. Richelieu mène même une enquête à propos de la reine Anne d'Autriche qui continue à entretenir une correspondance avec sa famille. Il est probable que la reine a commis des imprudences, mais, tenue à l'écart des affaires importantes, elle n'a que peu de secrets à révéler. Pourtant, en exprimant ses sentiments au milieu du grand affrontement qui commence, elle court le risque de nuire à la cause française. Louis XIII ordonne une perquisition au Val-de-Grâce, une abbaye parisienne où la reine se rend souvent. Le chancelier Séguier lui-même mène l'enquête. Pourtant, un accord conclu entre les deux époux royaux met fin à la crise dans l'été 1637. Cette réconciliation a d'heureuses conséquences. Des récits affirment que le futur Louis XIV a été conçu le 5 décembre 1637. Louis XIII aurait rendu visite à Louise de Lafayette, pour laquelle il a nourri un amour platonique, et qui a pris le voile dans un couvent parisien. Il a prévu de regagner le soir son petit château de chasse à Versailles, mais un orage éclate. Comme son appartement du Louvre n'est pas prêt, il doit se réfugier dans celui de sa femme. La date de naissance du dauphin a inspiré cette hypothèse. En tout cas, le rapprochement des deux époux est durable, puisque Louis a bientôt un frère. Un moine parisien, le frère Fiacre, a prié la Vierge vénérée dans un petit village provençal, Cotignac, pour que la reine Anne d'Autriche ait un fils.
La mère de Jésus lui apparaît à l'automne 1637, portant un enfant et annonçant la naissance prochaine d'un dauphin. Dès qu'elle est sûre d'être enceinte, en 1638, Anne d'Autriche voit le moine et s'agenouille devant lui. Elle le charge de porter sa reconnaissance à Cotignac. Là, il trouve, dans un tableau de la sacristie, l'image même de la Vierge, telle qu'il l'a vue. Le vœu de Louis XIII. Est-ce l'espoir de cette prochaine naissance qui engage Louis XIII à un acte spectaculaire de dévotion? La situation dramatique de la France et sa lutte contre la catholique Espagne conduisent Richelieu à encourager la ferveur du roi de France à l'égard de la Vierge, mère du Christ. Dans un acte présenté d'abord au Parlement de Paris, afin que ce soit une loi de l'État, puis publié en février 1638, Louis XIII prend la Vierge pour protectrice spéciale de son royaume et lui consacre sa personne, son état, sa couronne et ses sujets. Il lui demande de lui inspirer une sainte conduite, de défendre le royaume contre l'effort de tous ses ennemis, et de faire en sorte qu'il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Louis XIII suit l'exemple d'autres princes européens soucieux de se concilier la Mère de Dieu. Le 15 août 1638, il prononce le vœu pour la première fois à Abbeville. Un mémorial doit le rappeler à Notre-Dame de Paris. C'est d'abord un tableau de Philippe de Champaigne, remplacé plus tard par une Pietà, un monument de marbre où Louis XIV et son père, l'un en face de l'autre, sont agenouillés devant le Christ et sa mère. À la date du 15 août, chaque année, le vœu doit être renouvelé. Le roi demande de consacrer à la Vierge la principale chapelle dans chaque cathédrale pour cette cérémonie. Le roi de France, le très chrétien qui se considère comme le fils aîné de l'Église, offre bien à la Vierge son royaume. Or, les mécontents restent nombreux en France, et ils critiquent la guerre contre les princes catholiques, les Habsbourg, les alliances avec les princes protestants d'Allemagne et les bonnes relations traditionnelles avec le grand seigneur, le sultan, qui règne sur l'Empire ottoman musulman. Par son vœu, le roi de France rappelle qu'il demeure un serviteur zélé de l'Église, même s'il tolère le protestantisme, et qu'il a la volonté d'intégrer son royaume dans le grand mouvement de réforme catholique que le Concile de Trente a inauguré au XVIe siècle. Face à la réforme protestante, l'Église catholique exige la fidélité au pape, le respect de la hiérarchie ecclésiastique, une bonne formation des prêtres, la pratique de 7 sacrements, la vénération des saints. Elle défend l'importance des œuvres à côté de la foi et la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Tout le règne de Louis XIV s'inscrit aussi dans ce mouvement de reconquête religieuse. Le clergé catholique guide la vie spirituelle et morale de 42 000 paroisses, alors que les protestants ne représentent plus que 5 à 6% de la population, soit 800 000 âmes. Un heureux événement pour le royaume. C'est donc le 5 septembre 1638 que Louis, le futur Louis XIV, voit le jour. Après une si longue attente, la naissance d'un dauphin semble un miracle, et certains le surnomment Dieudonné. Le 21 septembre 1640, Anne d'Autriche met au monde un second enfant, Philippe, duc d'Anjou, plus tard d'Orléans, ce qui rassure encore un peu plus le pays sur l'avenir de la dynastie. Dans un univers où les populations vibrent au rythme des événements dans la famille royale, la naissance d'un dauphin tant espéré, objet de tant de prières dans les églises et les monastères, suscite une grande joie. L'avenir d'un prince, le temps des prédictions. Comme toujours, nombreux sont ceux qui cherchent à deviner son destin grâce à l'astrologie, et l'horoscope du jeune prince passionne ses proches. Campanella, un savant que l'Inquisition napolitaine a retenu pendant 27 ans en prison et qui s'est réfugié en France, aurait été appelé à donner son avis. La légende lui attribue une prédiction que l'avenir a confirmée. Cet enfant sera sensuel comme Henri IV et extrêmement orgueilleux. Il régnera longtemps, mais avec dureté. Cependant, par bonheur, il aura une fin malheureuse, et au bout, il y aura grande confusion dans la religion et dans l'Empire.
Cette version est bien douteuse, puisque le récit mentionne le fait que Campanella aurait examiné le corps nu de l'enfant, or il étudiait plutôt la situation des astres au jour et à l'heure de la naissance. Grotius, ambassadeur de Suède en France, l'un des fondateurs du droit international, pourrait être en revanche à l'origine d'une telle prophétie, puisqu'il aurait raconté que l'enfant déchirait le sein de ses nourrices et affirmé que les voisins de la France devaient se méfier d'une telle voracité. Dans une imitation de l'églogue de Campanella, la naissance du dauphin apparaît comme l'accomplissement de l'image de Jésus-Christ, un présage pour la reconstruction de Jérusalem, pour l'union des rois et pour l'université des peuples. Les textes de Paul Boyer du Petit Puy, l'horoscope du roi, 1652, et de Jacques Mangot, l'horoscope impérial de Louis XIV, 1652, livrent aussi une vision impériale du pouvoir royal. À travers la construction astrologique, il y a ainsi un effort idéologique et intellectuel pour donner à Louis XIV une dimension d'empereur romain. Ces écrivains ont le goût des prophéties qui plaisaient tant à la Renaissance. Cette curiosité ne doit pas tromper. Les progrès du rationalisme conduisent à repousser ces pronostics tirés du ciel. L'astronomie se libère de plus en plus de l'astrologie, que l'Église et la monarchie condamnent. Cela n'empêche pas les contemporains de Louis XIV, de toutes les classes sociales, de fréquenter les devins et les diseuses de bonne aventure. La dernière crise. La naissance du dauphin et de son frère renforce pour un temps la position d'Anne d'Autriche. Pour le jeune Louis XIII, chaque geste, chaque cri et chaque parole, depuis la naissance et pendant sa jeunesse, ont été notés par un médecin dévoué et attentif, Héroard, dans son journal. En revanche, rien de tel n'est fait, semble-t-il, pour Louis XIV. En revanche, les portraits de l'enfant se multiplient. On le voit emmailloté près du sein découvert de sa nourrice. Il porte un bonnet, mais aussi déjà le cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit. Un peintre le représente plus tard vêtu d'une robe comme tous les garçons dans leur petite enfance. Elle est lourde et ornée de fleurs de lys. Ailleurs, il en revêt une plus légère et un manteau royal bleu, et il est assis à côté de son frère, sous le regard de Madame de Lansac. Louis XIII a choisi cette dame, fille de son propre gouverneur, comme gouvernante des enfants de France. On sait peu de choses sur les relations entre le jeune enfant et son père, dont la santé s'affaiblit, dont la tâche politique et militaire demeure écrasante. Une nouvelle conspiration s'esquisse en 1642 contre Richelieu, menée cette fois par le grand écuyer Saint-Marthe, favori bien-aimé du roi. Ce dernier projette d'éliminer le cardinal et signe un traité secret avec l'Espagne. Anne d'Autriche se montre prudente dans ces circonstances. Peut-être même a-t-elle donné des informations pour prouver la trahison du jeune homme. En effet, des bruits ont auparavant circulé selon lesquels on envisageait de séparer la reine de ses fils, ce qui montre la méfiance tenace du roi et de Richelieu. Puis cette menace s'éloigne. Des contemporains, l'écrivain Voiture et le mémorialiste Tallemant des Réaux ont formulé cette hypothèse à propos de la conduite habile de la reine. On remarquait qu'après avoir longtemps parlé de lui ôter ses enfants, on cessa tout à coup d'en parler. Saint-Marthe est condamné et décapité à Lyon. Descendant par son père de Saint-Louis et d'Henri IV, le dauphin Louis recueille en lui toute l'histoire glorieuse de la France. Il a également la moitié de ses ascendants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, issus de la maison d'Autriche. Il appartient par le sang au lignage des Habsbourg, dont il a dans l'enfance les cheveux blonds. Cette généalogie incomparable lui offre d'emblée, à la naissance même, une situation inégalable dans le monde de son temps. Une telle ascendance donne également au futur Louis XIV l'obligation d'être digne de ce passé éclatant, ainsi que de ses ancêtres respectés et honorés, et même de les surpasser en faisant parler de lui jusqu'au bout de l'univers. L'enfance d'un roi. On ne peut comprendre ce long règne et la façon dont Louis XIV a régné si l'on ne revient pas à l'enfance et à la jeunesse du roi et à la formation qu'il a reçue.
Paradoxalement, ces jeunes années nous demeurent assez mal connues. D'un côté, les temps sont troublés en raison de la guerre, puis des troubles politiques à partir de 1648, ce qui place l'éducation royale au second plan. Le roi lui-même a pensé qu'elle avait été négligée. D'un autre côté, Anne d'Autriche a souffert de la personnalité complexe de son mari et elle fait tout pour éviter à son fils les souffrances liées à la fonction royale. Elle cherche à tout prix à protéger ses fils. Le roi et le royaume. Le roi en France se confond avec le royaume, il l'incarne. Les Français, ce sont les sujets du roi de France dont ils attendent justice et protection. Il faut rappeler en quelques mots l'indéniable singularité de la France dans l'Europe du temps. La France compte un peu moins de 20 millions d'habitants au milieu du XVIIe siècle et c'est le pays le plus peuplé d'Europe, l'Angleterre n'en ayant que 5 et les Provinces unies, nos Pays-Bas, moins de 2, l'Espagne peut-être 6. La majorité des Français, plus de 80%, vivent à la campagne et sont paysans. Cultivant près de 10 millions d'hectares de terre et produisant surtout du blé, ils parviennent en temps normal à se nourrir et à approvisionner les villes. Cette économie agricole reste néanmoins archaïque et connaît donc de terribles crises, marquées par des famines et des épidémies. La France possède un solide réseau de villes, avec Paris qui compte près de 300 000 habitants, plus de 20 villes dépassant 20 000, quelques 150 cités en ayant plus de 5 000. Même si la France n'est pas un pays tourné vers la mer, ses longues côtes ont permis la naissance de ports, où l'on fait de la pêche et du commerce. Le territoire ne comprend encore ni l'Alsace, ni l'Artois, ni la Flandre, ni la Franche-Comté, ni la Lorraine, ni la Corse, ni la Savoie. L'épreuve des guerres de religion, 1562-1598, a débouché sur un renforcement du pouvoir royal et a conduit le philosophe Jean Bodin à proposer la notion de souveraineté pour définir le pouvoir sans égal que le monarque exerce sur le pays. Le royaume s'insère parmi d'autres, la monarchie étant le régime le plus commun en Europe. La nouvelle maison régnante de Bourbon a su tisser des relations étroites avec les autres lignées princières d'Europe. À sa naissance, le jeune Louis a pour tante la reine d'Espagne, la reine d'Angleterre et la duchesse de Savoie, alors principauté indépendante associée au Piémont. La condition humaine est difficile au XVIIe siècle. La vie souvent courte et douloureuse en raison des innombrables maux que l'on ne sait ni guérir, ni soulager. La moitié des Français meurent avant d'atteindre 20 ans. Les maladies infantiles frappent dans tous les milieux. Louis XIV a de nombreux enfants de sa femme, mais un seul atteint l'âge adulte. Un contemporain du roi, qui a la chance d'atteindre ses 20 ans, peut espérer vivre jusqu'à 52, ayant une espérance de vie de 32 ans à 20 ans. La défense de la patrie. Le royaume rassemble des provinces qui paraissent bien intégrées sous l'autorité du roi et qui n'affirment plus guère leur volonté d'indépendance. Le pays a donc une incontestable unité, née d'une longue histoire commune. Une conscience nationale existe et se renforce en raison des guerres contre les pays voisins, même si les sujets du roi de France ont surtout le sentiment d'appartenir à un village, à un petit pays, à une province. Ainsi, si le français est la langue de l'administration royale, beaucoup de Français ne la parlent pas, employant des langues très variées. De même, si le sud du pays utilise le droit romain, ailleurs subsistent d'innombrables coutumes très différentes les unes des autres. La noblesse, qui représente environ 1% de la population, peut-être 234 000 personnes, domine une société très hiérarchisée et rassemble de grandes richesses foncières. Ces élites sociales ont eu des velléités de révolte ou de résistance, mais la rude autorité d'Henri IV, puis de Louis XIII et du cardinal de Richelieu les ont brisées. La monarchie attend des nobles qu'ils la servent en recrutant des soldats, en partie à leurs frais, et en les conduisant au combat. La jeunesse du dauphin a pour contexte la guerre contre l'Espagne et contre l'empereur. C'est la lutte de David contre Goliath, car elle suppose d'entretenir plusieurs armées, de mener une diplomatie complexe, d'aider financièrement des alliés, le plus important est la Suède. Cet effort s'est révélé très coûteux pour les populations, épuisées par les exigences fiscales qui ont connu une irrésistible ascension.
Des révoltes paysannes ont éclaté un peu partout, mais sévèrement réprimées, elles cessent peu à peu. Le règne de Louis XIII est marqué par le style autoritaire de Richelieu, qui exige une obéissance absolue au roi et l'impose par des voies souvent violentes. Le cardinal de Retz, dans ses mémoires, parle de « la plus scandaleuse et la plus dangereuse tyrannie qui ait peut-être jamais asservi un État ». Quoi qu'il en soit, la mobilisation du royaume semble porter ses fruits. À l'est, Brisac sur le Rhin a été prise en 1638, au nord Arras en 1640 et au sud Perpignan en 1642. Le coup de dé lancé par Richelieu se révèle gagnant. La délicate transition de 1643. Le 4 décembre 1642, le Premier ministre meurt. Le lendemain, Mazarin est appelé au Conseil. Richelieu comptait confier à ce cardinal italien d'origine romaine, remarquable négociateur, nous dirions diplomate, les discussions prévues en Westphalie en vue de la paix générale. Il pensait même que cet étranger pourrait lui succéder et conduire cette politique de grande puissance qui est celle du roi de France. Le 13 janvier 1643, Louis XIII pardonne pour la 6e fois à son frère Gaston d'Orléans ses conspirations contre lui. La santé du monarque, qui depuis longtemps est mauvaise, se dégrade et au seuil de la mort, Louis XIII a 2 choix possibles pour la régence. Une régence qui s'avère inéluctable puisque le futur roi est mineur. La majorité des rois est à 13 ans révolue. Son frère Gaston, qui a été un conspirateur permanent, ou Anne d'Autriche, sa femme, dont il craint la légèreté et qu'il n'aime guère. Le roi choisit la reine, mais lui impose des conditions précises par une déclaration lue le 20 avril à Saint-Germain devant le lit de l'agonie. Gaston sera lieutenant général du royaume. Le roi prévoit un conseil de régence où les décisions seront prises à la pluralité des voix et où entreront avec la régente et Gaston, Henri de Condé, cousin du roi, premier prince du sang. Mazarin, le chancelier Séguier, Boutillier, surintendant des finances, et Chavigny, son fils, secrétaire d'État des Affaires étrangères, ces 2 derniers très liés au défunt Premier ministre. La régente doit suivre l'avis de la majorité au sein de ce conseil où les fidèles de Richelieu dominent. La déclaration est enregistrée au Parlement de Paris. La reine s'assure alors le soutien des grands personnages, Condé et son fils, le duc d'Enghien, même Gaston, pour préparer sa régence. Elle souhaite disposer de tout le pouvoir absolu d'un roi. Des fidèles lui auraient conseillé de faire confiance à Mazarin, et parmi eux Vincent de Paul, qui a multiplié les initiatives pour secourir les pauvres. Le baptême. Le 21 avril 1643 a lieu le baptême du dauphin à Saint-Germain-en-Laye. D'ordinaire, un jeune prince est ondoyé à sa naissance, mais n'est baptisé qu'à l'âge de raison, à 7 ans. Louis XIII, voyant ses forces diminuer, précipite les choses. Il choisit Mazarin comme parrain. Le pape Urbain VIII devait l'être, mais il n'est plus temps d'envoyer la demande. Le monarque institue donc un lien spirituel fort entre son fils et le cardinal. Comme il sent la mort se rapprocher, il désigne aussi celui en qui il a confiance pour guider l'enfant au début de sa vie. La princesse de Condé est la marraine. Louis XIII meurt le 14 mai 1643 à Saint-Germain-en-Laye. Louis XIV est roi et n'a pas encore 5 ans. Le lendemain, il quitte le château et fait une entrée solennelle dans Paris, la municipalité le recevant aux portes de la ville et la foule l'acclamant. Il gagne le palais du Louvre. La continuité de l'État. La monarchie française a multiplié depuis le Moyen Âge les précautions pour assurer la continuité de l'État, que des formules rappellent. En France, le roi ne meurt jamais, ou bien « le roi est mort, vive le roi ». De telles maximes soulignent l'absence de rupture, ce qui signifie aussi concrètement que les lois du roi défunt restent valables et que les nominations qu'il a faites ne sont pas remises en cause. Néanmoins, les minorités royales correspondent à des moments de grande faiblesse dans le système monarchique, car l'État, s'y incarnant dans un homme, il paraît plus fragile lorsque le monarque est un enfant. La jeunesse du souverain encourage l'émergence de toutes les ambitions.
surtout celle de ses parents et des principaux seigneurs qui se proclament conseillers naturels du prince et qui, sous couvert de le soutenir, cherchent à contrôler ses décisions et à monopoliser la distribution des emplois et des récompenses. Le premier lit de justice. Un lit de justice se tient au Parlement le 18 mai 1643. Voici la première des expériences politiques pour un petit garçon. La première étape pour l'apprentissage du métier de roi à travers une des cérémonies les plus cruciales de la monarchie. C'est pour un monarque la façon la plus solennelle d'imposer une décision en faisant taire toute opposition. La famille royale accompagne le souverain. Le lit de justice rappelle aussi le temps où le roi était le premier parmi les égaux, parmi ses pairs. Les pairs ecclésiastiques y participent. Ce sont les évêques du nord de la France, Reims, Laon, Langres, Beauvais, Châlons, Noyon. Les pairs laïcs y viennent aussi. Ce sont les grands seigneurs du royaume, souvent des ducs, qui ont obtenu la pairie, une dignité héréditaire distinguant leur lignage du reste de la noblesse. Cette imposante cérémonie associe aussi les membres du Parlement de Paris. Le Parlement est avant tout un tribunal, à la fois cour d'appel et cour de cassation pour employer une terminologie d'aujourd'hui, comme les autres parlements du royaume. Les magistrats, fiers d'une longue tradition de savoir juridique et de sagesse politique, ont la charge de juger selon les édits et ordonnances royaux qui constituent la loi et qu'ils vérifient auparavant avant de les faire copier dans leur registre. Ils peuvent être alors tentés de présenter des remontrances pour corriger ou refuser ces décisions du gouvernement. Pour les forcer à accepter un texte royal, il faut que le roi se déplace en personne et tienne un lit de justice. Cette expression ancienne vient sans doute du lit sur lequel se tenait le roi dans sa chambre pour tenir des séances solennelles de justice. Il en faut une en 1643 pour faire reconnaître la régence de la reine-mère, mais aussi pour casser la déclaration de Louis XIII sur la régence. La volonté du roi. Le 18 mai, un cortège avec tambour et trompette accompagne Louis XIV du Louvre à la Sainte-Chapelle, dans le vieux palais sur l'île de la Cité. Habillé de violet, la couleur de deuil pour les rois, il y assiste à une messe. Le grand écuyer le porte jusqu'à la grande chambre du Parlement, puis le grand chambellan l'installe au coin de la salle, sur un siège élevé et sous un dais, le tout étant couvert de velours violet à fleurs de lys d'or avec des franges d'or. Sur le banc élevé à droite du roi, mais sous le dais elle aussi, se tient sa mère. Un crêpe noir lui cachant le front et le visage. En face du roi, le chancelier a le premier rang. Son siège est recouvert de la tapisserie fleur-de-lysée qui descend du trône, car il parle au nom du monarque. Le roi doit prendre la parole. Un témoin note qu'il se lève, l'épée au côté, avec une contenance assurée, et prononce quelques mots, peut-être « parler ». La reine-mère fait alors une déclaration. Elle veut amender l'arrêt de régence préparé par son défunt mari et qui limite ses pouvoirs. Le chancelier fait un long discours. De son côté, l'avocat général, Omer Talon, souhaite d'abord au roi les vertus de ses ancêtres, la clémence et la débonnairete du roi Henri le Grand, la piété, la justice et la religion du défunt roi son père. Il note que le roi ayant devant lui les trois ordres du royaume, le clergé, la noblesse et le tiers-état représentés par les magistrats eux-mêmes, peut amender la décision de Louis XIII. Le chancelier demande l'avis des participants, et d'abord celui des princes du sang, et tous soutiennent la régente. Même si Louis XIV n'est sacré qu'en 1654, il est déjà pleinement roi et il peut imposer sa volonté que le Parlement enregistre. La régente obtient une autorité pleine et entière. Elle peut nommer au conseil qui elle veut et elle a le droit de décider seule. Elle a la direction de l'éducation du jeune roi, avec l'administration libre, absolue et entière des affaires du royaume. Comme Louis XIII et Richelieu ont cantonné le Parlement dans son rôle judiciaire, lui interdisant en 1641 de s'immiscer dans les affaires d'État,
Les magistrats, en aidant Anne d'Autriche à affermir sa situation, ont peut-être le sentiment que le gouvernement lui rend en échange la parole. En tout cas, à partir de 1643, Anne d'Autriche dispose d'un pouvoir absolu pour décider en dernier ressort au nom de son fils. Tous deux sont associés aux yeux des Français et désignés volontiers comme « leur majesté » lorsqu'on les évoque. La Régence. Pleinement heureux, les amis de la reine, souvent d'anciens ennemis de Richelieu, comptent sur un revirement politique total. Ils veulent prendre leur revanche et se venger des humiliations subies sous le règne précédent. Ils s'en prennent volontiers à ceux qui ont soutenu le défunt Premier ministre. Seul Gaston, oncle du roi, et Condé, son cousin, ne peuvent être évincés. Pourtant, Anne d'Autriche annonce ce même 18 mai que Mazarin conserve son poste et est donc Premier ministre. Ainsi, l'un des principaux collaborateurs de Richelieu demeure en place, mais il semble isolé. Les amis de la reine pensent qu'il n'est pas là pour très longtemps. En revanche, Bouthillier doit abandonner la surintendance des finances et Chavigny son secrétariat d'État. L'évêque de Beauvais, Potier, est considéré comme le futur Premier ministre. Anne d'Autriche continue à louvoyer, rappelant par exemple près d'elle son amie Madame de Chevreuse, chassée de la cour pour ses intrigues au temps de Louis XIII et cédant à toutes les sollicitations de ses amis. Elle écarte la gouvernante du jeune roi, Madame de Lansac, nommée sans son accord, et la remplace par Madame de Senecey, une de ses fidèles. Elle choisit aussi comme premier valet de chambre de son fils son ancien porte-manteau, Laporte, qui a subi interrogatoire et emprisonnement lorsque sa maîtresse était devenue suspecte aux yeux de son mari. Mazarin donne néanmoins à la régente des conseils pour qu'elle ne dilapide pas le trésor royal, mais il s'efforce toujours de la persuader et jamais ne tente de lui imposer des décisions. Il inaugure avec elle une méthode de travail, par des entretiens réguliers, le petit conseil, qu'il prépare en notant des idées dans ses carnets, très difficiles à déchiffrer aujourd'hui. Il suggère à Anne d'Autriche des décisions à prendre et des discours à tenir. Considéré comme romain par ses contemporains, Mazarin n'a pas de racines en France, et il est donc plus facilement révocable. Les princes de la famille royale le laissent aussi gouverner parce qu'il leur faut un homme ayant une bonne connaissance de l'Europe pour négocier la paix et parce qu'il semble avoir de la douceur dans le caractère. La victoire de Rocroi. Le 19 mai 1643, le duc d'Enghien, fils du prince de Condé, qui n'a pas encore 22 ans et qui commande l'armée française en Picardie, remporte la bataille de Rocroi. Bien sûr, il a auprès de lui des hommes de guerre expérimentés, mais le jeune homme sait leur imposer ses vues audacieuses. Il lance sa cavalerie contre celle des Espagnols, qu'il force à fuir. Puis, il enveloppe les redoutables tercios, formation compacte de piquiers, de mousquetaires et d'arquebusiers, jusqu'à ce qu'ils soient décimés. Les forces françaises ont réussi l'exploit de vaincre l'infanterie espagnole, réputée invincible jusqu'à cette date. 5 jours après la mort de Louis XIII, cette éclatante victoire prouve que l'effort de guerre conduit à des succès décisifs face à la grande puissance de l'Espagne et que les choix politiques de la monarchie française portent leurs fruits. Le cousin du roi devient un héros, dans un monde fortement marqué par l'Antiquité, où la guerre distingue l'homme exceptionnel, où Alexandre et César s'imposent comme des modèles. Un héros. Louis de Bourbon-Condé, alors duc d'Enghien, a fait d'excellentes études et a une solide culture. D'après Voltaire, à l'âge de 20 ans, il assiste à la première représentation de Cinna de Corneille et verse des larmes à ses paroles d'Auguste. « Je suis maître de moi comme de l'univers. Je le suis, je veux l'être. » Voltaire ajoute « C'était là des larmes de héros. » Son père l'a contraint en 1641 à épouser une nièce de Richelieu afin de gagner la confiance du puissant cardinal qui a en effet conseillé à Louis XIII de donner au jeune homme le commandement de l'armée de Picardie. Il n'a pas laissé échapper cette chance. De petite taille, avec un nez aquilin, il en impose par sa volonté inébranlable, son intelligence acérée, son courage physique, son audace terrible.
Sur le champ de bataille, il sait voir et analyser la position de l'ennemi, disposer son armée puis la faire manœuvrer. Il a l'imagination nécessaire pour surprendre l'adversaire et l'accabler. En revanche, il n'a guère le souci d'épargner la vie de ses propres soldats. Après les campagnes, il mène volontiers une vie libre et joyeuse, dans un climat de violence et de raffinement, en compagnie de ses amis, les petits maîtres, comme on les appelle, et d'hommes de lettres spirituels, souvent des esprits forts, éloignés de la dévotion catholique. Il ne craint ni la provocation, ni le libertinage, mais désormais nul n'ose le lui reprocher, puisqu'il remporte des victoires. Le jeune Louis XIV apprend à connaître et à ménager ce cousin, prince de Condé en 1646, plus âgé que lui, d'autant que le prince considère avoir tous les talents pour gouverner les hommes. Sa mère, la princesse de Condé, reçoit de la reine le magnifique domaine de Chantilly, qui appartenait à son frère, le dernier des Montmorency, décapité pour s'être révolté contre Louis XIII. La cabale des importants. Très vite, Anne d'Autriche et Mazarin doivent affronter des résistances et des intrigues. La régente, comme déjà son mari après la mort de Richelieu, permet aux adversaires politiques de ce dernier, qui vivait en exil, de rentrer, mais cette volonté d'apaisement apparaît comme une marque de faiblesse. Une conspiration s'ébauche à la cour dès l'été 1643, autour du duc de Vendôme, fils naturel d'Henri IV, et de son fils, le duc de Beaufort, plein de fougue et de séduction. Ces deux princes ont connu l'exil, après s'être compromis dans des complots. Ils exigent de reprendre aux parents de Richelieu les gouvernements et les dignités qu'ils ont obtenus. Mazarin prouve à la reine qu'elle mécontenterait ces puissants personnages et leurs alliés, comme le duc d'Enghien, qu'une telle éviction serait également sans fondement, donc contre toute justice, enfin que les Vendôme deviendraient trop puissants. En respectant les parents de Richelieu, en ne suivant pas les conseils de ses amis, Anne d'Autriche choisit la continuité de l'État. Elle ne remet pas en cause les situations acquises. Elle tente sans doute aussi de concilier les contraires entre ceux qui lui sont restés fidèles au péril de leur vie et ceux qui ont travaillé avec le défunt roi et le défunt Premier ministre. Mazarin, si souple, si conciliant, peut seul négocier ainsi en permanence. Madame de Chevreuse veut aussi reprendre son influence sur la reine en chassant Mazarin. Elle s'appuie sur les dévots, comme l'évêque de Beauvais, et d'autres évêques, qui sont à leur tour soutenus par les dames présentes autour de la régente. Or, Anne d'Autriche est très pieuse. Elle se rend souvent dans des couvents et Vincent de Paul est son directeur spirituel. Pour écarter le cardinal, on en appelle donc à la piété de la reine. On attaque ses relations personnelles avec Mazarin, jugées trop étroites et intimes, donc scandaleuses. Cet ensemble de pressions des ambitieux et des dévots a été désigné comme la cabale des importants, qui se double peut-être d'une tentative d'assassinat contre le cardinal. Mazarin en est informé. Le 2 septembre 1643, Anne reçoit Beaufort dans son cabinet, puis se retire dans une petite chambre avec le roi et Mazarin. Pendant ce temps, le capitaine des gardes arrête le duc, qui est resté avec des dames et se trouve bien étonné. Il est emprisonné à Vincennes, d'où il ne s'échappe qu'en 1648. Voici le premier coup de maître, ou coup de majesté, conduit au nom du jeune Louis XIV. Sa mère décide de frapper un de ses parents proches sans explication, sans procès. Le souple ministre montre que, capable de fermeté, il a gagné la partie. Les importants ont perdu. La duchesse de Chevreuse doit quitter la cour et Petit rejoint son évêché de Beauvais. Les choix d'Anne d'Autriche. Comment expliquer les choix d'Anne d'Autriche? La direction du royaume est une tâche lourde et plus encore dans une situation de guerre. Assez paresseuse, la régente n'a ni le goût des affaires d'État ni une expérience solide en la matière. Elle redoute de se soumettre à une des factions qui se querellent près d'elle pour obtenir le pouvoir et s'en servir. Elle a aussi besoin d'un négociateur d'élite. Elle garde donc auprès d'elle, comme Premier ministre, l'homme que Louis XIII a choisi sur les conseils de Richelieu.
Jules Mazarin a montré, depuis sa jeunesse, ses talents de négociateur et il accomplit un immense travail. Comme il est cardinal, donc prince de l'Église, il a une préséance sociale et une grande autorité morale, et la pourpre cardinalice représente une protection relative. Il est toujours risqué de s'en prendre à un cardinal, car on injurie alors l'Église universelle. Mazarin a pour tâche de mener à bien la politique extérieure conçue par Richelieu, la guerre contre les Habsbourg sur tous les fronts et la négociation d'une paix favorable au royaume de France. Il mènera cette entreprise à son terme. En 1648, le traité de Münster rétablit la paix avec l'empereur, mais laisse la France seule face à l'Espagne. En 1659, la paix des Pyrénées termine ce long conflit. Mazarin apparaît alors comme l'arbitre de l'Europe. Ses 18 ans de ministériat ont permis la paix générale et ont donné une place nouvelle à la puissance française en Europe. Louis XIV profitera de ce formidable élan. La régente conserve aussi comme secrétaire d'État des hommes qui ont été remarqués au temps de son mari, en particulier Michel Le Tellier, qui dirige le département de la guerre depuis avril 1643 et qui sera un ministre important jusqu'à sa mort en 1685. Loménie de Brienne suit les affaires étrangères, mais Mazarin s'en défie quelque peu. Il fait confiance en revanche à partie de Chély d'Emery, issu d'une famille de banquiers italiens installés à Lyon, un homme de finance très habile à inventer des moyens nouveaux pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Anne et Jules. Les contemporains et les historiens se sont interrogés sur la nature des relations entre la reine et l'habile cardinal. Aucune réponse définitive n'est possible. Anne d'Autriche a été belle et l'est encore, très douce, un peu coquette. Elle aime les discours galants et sentimentaux, mais elle refuse les grossièretés ou les grivoiseries. Mazarin a de belles manières et du charme, il sait plaire. Une amitié solide rapproche deux êtres qui se sentent un peu étrangers en France, mais il ne faut jamais oublier l'immense distance sociale qui existe entre la descendante de Charles Quint et le prélat aux origines bien modestes. Cette affection prend le ton d'une relation amoureuse dans les lettres qu'ils échangent, même s'il ne faut pas forcément croire les déclarations exaltées qui marquent les correspondances du XVIIe siècle. S'il y avait de l'amour entre eux, ils pourraient se marier secrètement. Il n'est pas rare alors entre eux qu'une veuve contracte un mariage sans le rendre public avec un homme de rang moindre pour concilier la passion et la morale chrétienne sans perdre un rang de premier plan. Or, le mariage est possible. Mazarin n'est pas prêtre, il pourrait se marier avec l'autorisation de l'Église. Dans ce cas, il devrait abandonner la pourpre cardinalice comme d'autres cardinaux l'ont fait avant lui. Sa situation aurait été alors intenable car il n'a aucune dignité stable en France. Cet argument permet de conclure que Mazarin ne fut pas marié à Anne. Ajoutons un dernier élément. Une amie d'Anne, mademoiselle d'Hautefort, dit à la reine que le cardinal est encore bien jeune pour que l'on ne fasse pas de mauvais discours d'elle et de lui. Sa Majesté lui répondit qu'il n'aimait pas les femmes, qu'il était d'un pays à avoir des inclinations d'une autre nature. Les Français désignent alors l'homosexualité comme le vice italien. L'historienne Simone Berthière, dans sa biographie du cardinal, étudie cette affirmation et constate que, surveillé de près par tous, il n'a laissé voir aucune liaison ni féminine ni masculine. Quoi qu'il en soit, l'accord entre la reine et le cardinal est presque total, sauf à un moment unique, plus tard, lorsque la déclaration royale de 1651 confirme les condamnations des frondeurs, semblant abandonner à leur vindicte Mazarin alors en exil. En réalité, le cardinal n'aurait rien pu faire en France ou sur la scène internationale s'il n'avait pas disposé de l'appui de la régente. Les bonnes relations entre la reine et le Premier ministre correspondent aux dernières volontés de Louis XIII. Mazarin a porté le dauphin sur les fonds baptismaux. Elles permettent à la monarchie de franchir sans réforme majeure la tempête de la Fronde et de mener à bien l'engagement international commencé en 1635. La situation est donc paradoxale. La régente a nourri une grande défiance à l'égard de Richelieu, et son entourage entretient une véritable haine pour le souvenir du cardinal. Les amis et les proches de la régente cherchent même à l'inculquer au jeune Louis XIV. Sa gouvernante, devant un de ses portraits, s'écrie «
Le voilà, ce chien !» Et le jeune roi réplique « Donnez-moi une arbalète pour lui tirer dessus !» Pourtant, la politique menée par la régente se place dans une exacte continuité par rapport à celle de son mari et de Richelieu, et Mazarin incarne cette continuité. Un monument, érigé près du pont au Change en 1647, associe 3 statues de bronze, aujourd'hui au Louvre. Louis XIII et sa femme, entourant le jeune Louis XIV en habit de sacre. La confiance royale. Le cardinal prend une place essentielle aux côtés de la reine et de ses 2 fils. Selon Laporte, valet de chambre du jeune roi, Mazarin aurait déclaré « Que les Français s'accoutument s'ils veulent à ma façon d'agir, car je ne veux pas m'accoutumer à la leur. Quand j'aurai le roi et la reine pour moi, ils seront tous mes amis. Et si je tombais dans leur disgrâce, je n'aurais plus que faire d'eux, parce que je ne demeurerai pas en France. » Même s'il connaît bien le cœur d'Anne d'Autriche, il peut toujours redouter qu'elle ne s'éloigne de lui ou ne soit forcée de le renvoyer. Il peut aussi craindre qu'une fois adolescent, le jeune roi ne soit tenté de se séparer de lui comme son père Louis XIII l'avait décidé en faisant arrêter et en laissant assassiner Concini, le favori de sa mère Marie de Médicis, en 1617. Ni Mazarin ni les Français n'ont oublié cette fin atroce d'un conseiller, lui aussi italien. Quels sont les sentiments de Louis XIV à l'égard de son parrain? Plus tard, il laissera écrire qu'il l'aimait. Au contraire, le valet Laporte affirme que le roi avait conçu la plus forte aversion contre le cardinal, qu'il ne pouvait pas souffrir. Ce serviteur nourrit de la haine pour Mazarin, d'autant qu'il voue à la reine une véritable adoration. Il cherche à influencer le jeune garçon. Un jour, à Compiègne, le cardinal passe sur la terrasse avec beaucoup de monde. Le jeune Louis XIV s'exclame « Voilà le grand Turc qui passe !» Le grand Turc. Le sultan ottoman représente pour les contemporains le symbole même du despotisme, du pouvoir brutal et violent. Le jeune roi l'a dit assez haut pour qu'un gentilhomme de la Manche, un des courtisans qui l'accompagnent, l'ait entendu. Celui-ci s'empresse d'en informer Mazarin, qui prévient Anne d'Autriche. Cette comparaison dépasse le jugement d'un jeune garçon qui répète sans doute ce qu'il a entendu. La reine presse son fils de révéler qui lui a suggéré cela, mais il ne dit rien. Laporte considère qu'il a eu cette pensée de lui-même. Les événements dramatiques de la Fronde rapprochent, nous le verrons, le prélat de la famille royale qui accepte toutes ses recommandations. L'audience des ambassadeurs. Après le lit de justice, le roi a commencé à tenir son rôle public, et il s'y pliera toute sa vie sans rechigner. Il accomplit avec application et sérieux tous ces gestes que la tradition impose, puisqu'il représente la France. Il se laisse guider par ceux qui connaissent bien ces cérémonies d'État, et déjà toute une part de sa vie se fait en cérémonie. Un des moments importants que les historiens négligent trop, ce sont les audiences accordées aux ambassadeurs étrangers. 10 jours après la mort de Louis XIII, tous ceux qui se trouvent à Paris viennent en habit de deuil, avec des grands manteaux traînant en terre, s'incliner devant la reine, vêtus de blanc, qui est le deuil des reines, et devant son fils. L'enfant est ainsi observé tout au long de sa jeunesse par ses ambassadeurs, en particulier par ceux de Venise, qui notent ses dons certains. Louis XIV apprend ainsi les affaires des princes européens à travers leurs représentants et, semble-t-il, il se fait expliquer la situation des uns et des autres. Dès 1643, des diplomates font cette remarque. Quand les ambassadeurs parlent à la reine, sa mère, il ne fait pas attention, mais quand c'est à lui qu'il s'adresse, il reste très attentif, et il veut ensuite que toutes les paroles lui soient répétées et retranscrites. En somme, si la vie et l'éducation ne lui font pas défaut, il promet d'être un grand roi. À travers le regard des ambassadeurs étrangers, le souverain français se montre au reste de l'Europe. Un peu plus tard, en 1648, un ambassadeur vénitien observe le jeune garçon et essaie de sonder sa personnalité. Sur ses traits apparaissent la gravité et la tristesse.
Il accomplit toutes choses avec inclination et grandeur. La mélancolie l'envahit dans une large mesure et à l'excès à un âge où l'on est vif à l'ordinaire, à tel point que maintes gens redoutent que dans ses années adultes ne s'insinue dans son esprit, à travers le feu des pensées sombres, la réserve ou la cruauté, l'une et l'autre abhorrées par la nation. La Société des princes. Les relations internationales restent en grande partie des rapports entre les souverains qui incarnent les différents pays européens. Louis XIV appartient donc à cette singulière Société des princes, où des liens se maintiennent malgré les conflits qui naissent en permanence. La plupart des princes et princesses catholiques d'Europe sont des parents plus ou moins éloignés du jeune roi. La guerre de 30 ans, 1618-1648, et les révolutions qui marquent le milieu du XVIIe siècle bouleversent pourtant ce petit monde princier. Le jeune roi participe ainsi aux cérémonies consacrées à ses parents malheureux, par exemple lorsque la cour de France accueille, le 5 novembre 1644, une sœur du défunt Louis XIII, la reine d'Angleterre, Henriette Marie, qui fuit la Révolution anglaise. On fit marcher les carrosses de sorte que le roi et les deux reines se rencontrèrent près la croix de Montrouge, et descendirent en même temps de leur carrosse dans un champ qui était fermé par les gardes et compagnies d'ordonnance du roi. Le récit de l'entrée et de la réception signale l'affluence des badauds. Toute la campagne étant pleine de carrosses, de cavaliers, de peuple, aussi bien que toutes les maisons et rues de Paris par où leur majesté devait passer. Leur majesté, c'était Louis XIV et sa mère. L'événement marque les esprits, puisqu'une fille de France, fille, femme et sœur de roi, doit abandonner son pays d'adoption en proie à la guerre civile et trouver refuge dans le pays de ses pères, alors qu'une princesse, en quittant sa patrie, a d'ordinaire le devoir d'oublier les chemins qui y conduisent. La cour de France se passionne aussi pour le mariage de la princesse Marie de Gonzague avec le roi de Pologne, Ladislas IV. Marie vit en France. C'est la fille de Charles de Gonzague, duc de Nevers, devenu duc souverain de Mantoue. Elle a connu des moments pénibles, et en particulier a failli être compromise dans la conspiration de Saint-Mars. Son mariage inattendu et inespéré laisse une trace dans les gazettes. Dans les mémoires du temps, dans l'iconographie, car on y voit un événement politique de première importance, la Pologne se rapprochant de la France. En octobre 1645, une fastueuse ambassade polonaise vient chercher la reine qui prend le nom de Louise-Marie, le simple nom de Marie étant réservé à la Vierge. Lorsque le cortège entre dans Paris, le roi et la reine-mère se rendent incognito sur la terrasse du palais royal pour les voir passer. Les seigneurs polonais firent mettre un genou en terre à leurs chevaux, passant devant leur majesté, tirant un fil de soie. Ce procédé délicat et inventif permet aux visiteurs de saluer les souverains français sans rompre la fiction de leur incognito. Il y a transformation d'une princesse étrangère installée en France en reine. Après son mariage par procuration, Louise-Marie prend un rang éminent et elle est placée lors du festin royal au centre de la table, avec Louis XIV à sa droite et Anne d'Autriche à sa gauche. L'autre élément intéressant dans le voyage de Louise-Marie de Gonzague en Pologne, c'est qu'elle est accompagnée de la maréchale de Guébriant, qui reçoit le titre d'ambassadrice extraordinaire et de surintendante de la conduite de la nouvelle reine. C'est un cas très rare, qui a été célébré pour sa singularité même. À travers les audiences données aux ambassadeurs, à travers les rencontres avec quelques princes malheureux ou aventureux, à travers ses parents proches, sans doute aussi à travers des cartes, des généalogies royales, des ouvrages de géographie, Louis XIV apprend l'Europe des princes. Une vie en public. Dans les cérémonies, chaque détail compte déjà. Lors d'un lit de justice, le 7 septembre 1645, Omer Talon s'étonne de voir le souverain revêtu d'une robe d'enfant, alors qu'à plusieurs occasions il a déjà porté le pourpoint et les chausses. Il a alors 7 ans. Les magistrats s'interrogent et certains pensent que le gouvernement a voulu montrer que le roi, bien qu'encore à la bavette, peut pourtant user de toutes ses prérogatives. Le jeune Louis XIV ne se mêle pas encore des affaires d'État.
La régente laisse Mazarin conduire la politique de la France. Ainsi, jusqu'en 1661, si Louis XIV règne, la décision appartient à son Premier ministre, que la régente suit en aveugle. Une solide équipe gouvernementale se charge de les aider et s'efforce de trouver les moyens financiers pour payer les soldats en s'appuyant sur un monde complexe de financiers. L'État royal applique les directives du cardinal et de ses ministres. Les agents du roi agissent en son nom dans les provinces et se mobilisent derrière l'enfant roi. Même si ce dernier ne prend pas de décision, il assiste à des événements importants. Il reçoit avec sa mère des dignitaires et des représentants des grands corps de l'État, des délégations venues des provinces, des seigneurs et des dames de grande naissance, des artistes aussi. Il apprend ainsi à bien se comporter en public. Un peu plus tard, son confesseur note « Certes, telle est la majesté de notre prince, malgré sa 12e année, telle est sa bonté et facilité d'humeur, jointe à la grâce de son corps et à la douceur de ses regards, que je ne sache point philtre plus puissant pour enchaîner les cœurs. » Une mère espagnole. Si Louis XIV vit déjà une partie du temps en public, sous le regard de la cour, son entourage a également le souci de préserver son enfance, et plus tard sa jeunesse. Mineur, il est protégé par l'amour que lui vouent ses sujets, ce qui suppose aussi un respect absolu et une obéissance totale. La monarchie a su en effet créer un lien sentimental fort entre le peuple et son souverain. Ce dernier doit être célébré et servi, mais en son nom, on ne doit pas utiliser le pouvoir royal à des fins douteuses, car on risque d'abuser de cette puissance, de susciter de la haine et de justifier la désobéissance. Il est aussi protégé par des habitudes de cour, par des gardes, des serviteurs, des maîtres. Ils forment un écran derrière lequel le jeune roi se dissimule. Il est aussi protégé par l'affection d'Anne d'Autriche et l'attention de Mazarin. La Fronde, nous y reviendrons, brise cette protection de verre qui montre et cache à la fois le jeune souverain. Anne d'Autriche a été tenue à l'écart du pouvoir par son mari et par Richelieu. Elle a été souvent humiliée. Surtout, elle est la sœur du roi d'Espagne. Très pieuse, elle peut également regarder avec méfiance les alliances françaises avec des puissances protestantes. Pourtant, la régente continue la guerre malgré les ouvertures de Madrid. Si elle veut la paix avec l'Espagne, elle ne la veut pas à n'importe quel prix, et elle souhaite que la France, le royaume de son fils, soit victorieuse. Anne d'Autriche agit toujours en mère du roi de France, et elle veut laisser à son fils un royaume puissant. Là aussi se mesure cette métamorphose inattendue de 1643. La position d'Anne d'Autriche pourtant n'est pas confortable. Infante d'Espagne, elle est espagnole dans un pays où la guerre a suscité et réchauffé une haine de l'Espagne. Elle est aussi femme dans un pays où les hommes sont volontiers considérés comme supérieurs. Ce qui la protège, c'est qu'elle est la mère du roi. L'amour familial. La justification de toute son action sera l'amour de son fils. Au XVIIe siècle, l'affection au sein de la famille ne se montre guère, encore moins dans le monde des princes et dans la noblesse, où la maîtrise de soi doit l'emporter sur l'expression des sentiments. Il semble au contraire que la reine et ses 2 fils aient vécu dans une grande intimité. Louis XIV rejoint sa mère dès son lever et passe avec elle une grande partie de la journée entière. Le brave Laporte, le valet de chambre, reproche à la reine son indulgence, car l'entourage de la régente passe tout au jeune roi, alors que ses propres serviteurs le rappellent plus volontiers à ses devoirs. Je dis un jour à la reine qu'elle le gâtait, que chez lui on ne lui souffrait rien, et que chez elle tout lui était permis. Madame de Motteville, proche de la reine, raconte « Quand il y avait quelques petits différends avec monsieur, le frère du roi, la reine voulait toujours qu'il, Louis XIV, fût obéi, et il semblait qu'elle aurait désiré le pouvoir respecter autant qu'elle l'aimait. » Cette complaisance de la reine signifie pour le jeune roi une grande liberté, et sans doute, malgré la Fronde, une enfance très heureuse. Les 2 frères ont quelques querelles, mais ils prennent l'habitude de vivre ensemble comme ils le feront toute leur vie. Chacun apprend à Philippe la soumission.
et il ne cherche jamais à se rebeller contre son frère, contrairement à tant d'autres frères de rois qui ont été tentés par des complots. L'abbé de Choisy, proche de la famille royale, attribue à Mazarin le dessein de rendre Philippe efféminé. On m'habillait en fille toutes les fois que le petit monsieur, Philippe frère du roi, venait au logis, et il y venait au moins 2 ou 3 fois la semaine. J'avais les oreilles percées, des diamants, des mouches, et toutes les autres affaîtries auxquelles on s'accoutume fort aisément, et dont on se défait fort difficilement. Monsieur, qui aimait aussi tout cela, me faisait toujours cent amitié. Dès qu'il arrivait, suivi des nièces du cardinal Mazarin et de quelques filles de la reine, on le mettait à sa toilette, on le coiffait. Il avait un corset, pour conserver sa taille. Ce corps était en broderie. On lui ôtait son juste au corps pour lui mettre des manteaux de femme et des jupes. Et tout cela se faisait, dit-on, par l'ordre du cardinal, qui voulait le rendre efféminé de peur qu'il ne fît de la peine au roi, comme Gaston avait fait à Louis XIII. Mais la nature a été la plus forte en lui. Quand il a fallu se battre, il s'est montré du sang de France et a gagné des batailles. Je l'ai vu pendant des campagnes entières, 15 heures à cheval, en suivant les ordres du roi, exposant toute sa beauté à un soleil qui ne l'épargnait pas. Par prudence machiavélique, Mazarin aurait encouragé les penchants naturels du prince pour le travestissement. Pour rétablir la vérité, le mémorialiste insiste sur le courage de Philippe à la guerre qui permet de mettre en valeur ses qualités viriles. De son côté, l'abbé de Choisy continue ensuite à s'habiller comme les femmes, mais pour mieux les séduire sous ce déguisement. Les 2 frères montrent beaucoup de tendresse à leur mère, qui la leur rend bien. Un jour, Anne d'Autriche se coupe le doigt en mangeant. Son fils cadet, Philippe, court chercher un chirurgien et rencontre Louis XIV, qui a 13 ans, à qui il raconte l'accident. Le jeune roi le croit plus grave qu'il n'est et arrive chez sa mère. Sa Majesté ne vit point sitôt le sang sortir du doigt de la reine qu'il tomba en faiblesse et se serait évanoui s'il n'avait été secouru. Réaction examinée sur le champ. Cela a été interprété par la reine et par la cour pour un signe de très grande affection du roi son fils envers elle. Une éducation religieuse. Anne d'Autriche s'occupe de faire de Louis XIV un bon chrétien. Elle-même est infatigable dans l'exercice de ses dévotions, selon son amie Madame de Motteville. Chez la reine, la piété se marque par un mysticisme tempéré qui s'inspire de l'exemple espagnol et par une charité active, conseillée par Vincent de Paul, si proche de la famille royale. La reine enferme son fils 2 jours de suite pour avoir juré. Dès la fin de 1645, son précepteur commence à le confesser. La reine désigne en 1649 un confesseur jésuite, le père Charles Paulin, qui prépare l'enfant à la confirmation. Elle a lieu le 8 décembre 1649, en pleine Fronde, son oncle Gaston étant parrain et la fille de celui-ci, la duchesse de Montpensier, marraine. Le roi se montre très désireux de faire sa première communion, et l'on choisit Noël 1649, le jour du baptême de Clovis, la 3e référence pour la dynastie, avec Saint-Louis et Henri IV. Désormais, Louis XIV communie 5 fois par an. En 1650, le jeune roi renouvelle l'acte de son père qui a consacré le royaume de France à la Vierge Marie. Louis XIV apprend de sa mère une manière simple d'aborder la foi, par la prière, sans chercher à approfondir les questions dogmatiques. Avec sa mère, le jeune roi visite un peu partout des monastères et fréquente des églises où il suit d'innombrables sermons. Toute sa vie, il entend ainsi des hommes d'église commenter les Écritures. Force et faiblesse d'une régente. La régente montre également un sens aigu de l'autorité royale devant laquelle tout doit céder. Ses colères auront pendant la Fronde des effets désastreux. Le cardinal de Retz, qui ne l'aimait pas, rapporte une de ses réponses au premier président du Parlement. La reine, qui ne craignait rien, parce qu'elle connaissait peu, s'emporta. Et elle lui répondit avec un ton de fureur plutôt que de colère « Je sais bien qu'il y a du bruit dans la ville,
Mais vous m'en répondrez, messieurs du Parlement, vous, vos femmes et vos enfants. » Elle encouragera son fils dans les voies de la vengeance, et Louis XIV ne pardonnera jamais totalement aux acteurs de la Fronde. Anne d'Autriche a l'art de tenir une cour avec brio, et son fils apprend d'elle ses règles subtiles. D'Espagne, elle apporte le sens du cérémonial, qui s'inspire des traditions de la cour de Bourgogne, et au-delà de traditions byzantines peut-être. Mais elle a su les adapter et les humaniser aux traditions plus simples de la France. Elle sait organiser des divertissements raffinés et décents pour les dames et les gentilshommes qui suivent la famille royale. Le Val-de-Grâce. La pieuse reine a le souci de rappeler son amour pour son fils, semblable à celui de la Vierge Marie pour Jésus, par un mémorial digne d'elle et de la monarchie française. Elle fait transformer le monastère du Val-de-Grâce, rue Saint-Jacques, où elle aime se rendre, en un majestueux palais conventuel. Elle le complète d'une grande église, dotée d'une belle coupole d'inspiration romaine. Le fronton rappelle cette dédicace. Jesu mascanti, Virginique matri, à Jésus naissant et à sa mère la Vierge. Dès qu'elle a le pouvoir, Anne peut en effet déverser beaucoup d'argent pour l'édification de cet ensemble où elle rêve d'imiter l'Escorial, la demeure de ses pères près de Madrid, à la fois mausolée, palais et abbaye. Le jeune Louis XIV pose dès 1645 la première pierre des nouveaux bâtiments. Partout, les lettres A d'Anne et L de Louis s'entrelacent. Ce monument symbolise avec grandeur la reconnaissance d'une mère reconnaissante d'avoir vu ses vœux exaucés. Un parrain et premier ministre italien. En mars 1646, le cardinal est chargé du gouvernement du roi, comme surintendant de l'éducation de Sa Majesté. Il a donc la responsabilité de la superviser et de former le souverain à sa tâche politique. Mais qui est Mazarin? Rappelons les grands moments de la carrière de cet homme qui gouverne la France pendant 18 ans au nom de Louis XIV. Giulio Mazzarini est un Romain d'une famille sinon modeste, en tout cas ni fortuné ni distingué socialement. Protégé par les Colonna, une des grandes lignées romaines, il fait de bonnes études et séjourne en Espagne. Il suit à Milan comme secrétaire un nonce du pape, qui doit s'occuper d'une médiation au nom du pape Urbain VIII, Barberini, à l'occasion de la succession difficile de Mantoue, à la fin des années 1620. Mazarin a ainsi l'occasion de rencontrer Richelieu en janvier 1630, et son intervention devant la place de Casale du Montferrat permet d'arracher, le 26 octobre 1630, une trêve miraculeuse qui annonce le règlement de la crise internationale en Italie du Nord et repousse de quelques années le conflit direct entre France et Espagne. Comme il est intervenu avant la bataille, dit-on un chapeau à la main, Mazarin est désigné plus tard comme l'homme aux deux chapeaux, celui de Casale et celui de cardinal. La succession de Mantoue a fait connaître Mazarin à toute l'Europe, mais en même temps, il s'attire la colère des autorités espagnoles qui pensent déceler quelques tours diaboliques dans la trêve de Casale, puisque la France acquiert bientôt la place de Pignerol sur le flanc piémontais des Alpes. Protégé du pape et des Barberini, Mazarin se fait tonsurer. Il appartient donc à l'Église, mais il ne veut pas être prêtre. Il ne le fut jamais. Sans doute en raison de l'hostilité des Espagnols, il ne réussit pas à être envoyé comme nonce en France. Richelieu s'efforce alors de le convaincre de venir dans le royaume, cette fois pour y servir Louis XIII. En décembre 1639, le Romain quitte Rome, et le 16 décembre 1641, il obtient le chapeau de cardinal grâce au souverain français. La France est donc gouvernée par un homme d'Église, d'origine assez modeste, un Italien, ou plutôt un Romain. L'Italie reste bien le cœur du monde selon la formule de Richelieu et apparaît toujours comme le foyer de toute civilisation et le laboratoire des idées politiques. De la Rome pontificale, Mazarin apporte une connaissance de la carte politique européenne, de l'Europe catholique où l'Église est présente et de l'Europe protestante qu'elle surveille, et son regard embrasse les mers et les terres, bref, il a une conception globale de l'art de gouverner, ce dont peu de Français de son temps sont capables. C'est aussi ce regard qu'il doit apprendre à Louis XIV, dont il veut faire un grand prince.
une vision politique. À l'intérieur du royaume, Mazarin s'efforce d'affirmer toujours et partout l'autorité du roi. Mais cet Italien connaît mal la France, ses réalités sociales et ses institutions. Tout au plus pense-t-il que c'est un pays riche et peuplé qui peut mener une guerre européenne. Le pouvoir royal s'y est renforcé et s'exerce pleinement sur un territoire unifié. On est loin de la mosaïque politique de l'Italie ou de l'Allemagne. Le cardinal répond aussi implicitement aux grandes questions que l'exercice du pouvoir royal a suscitées au début du XVIIe siècle. La conduite de l'État peut-elle s'affranchir d'une inspiration religieuse ? Et en s'en dégageant, le pouvoir royal n'est-il pas tenté par la démesure ? Peut-on supposer un monde où l'idéal chrétien ne serait plus la base de l'ordre politique et la monarchie traditionnelle y survivrait-elle ? Mazarin est un cardinal originaire de Rome, centre de la chrétienté et de la réforme catholique, mais dès sa jeunesse, il a servi la France contre les intérêts espagnols. Il peut donc reprendre le discours politique sur la raison d'État qui a été élaboré au temps de Richelieu. Le cardinal Premier ministre, qui gouverne sous l'autorité d'une régente pieuse, favorise les intérêts des puissances protestantes avec l'aide de la Suède luthérienne pour affaiblir les Habsbourg, ce qui montre que la solidarité religieuse ne tient pas face aux intérêts profonds et durables de l'État. Mazarin maintient la tolérance religieuse en France car les protestants sont de fidèles sujets du roi. Il veut lutter contre les formes les plus extrêmes de la foi et de la pratique catholique. Il écarte les dévots de l'entourage du roi et de la régente. Il se méfie des jansénistes, catholiques rigoristes, et il apprend à Louis XIV à faire de même. En France, une autre interrogation porte sur l'évolution de la monarchie, sur l'affirmation du pouvoir royal vers une forme autoritaire. Là encore, Mazarin, prince de l'Église, appartient à une théocratie où le pape décide en matière dogmatique. Il est ainsi guère porté à favoriser le dialogue avec les noblesses ou avec des représentants des populations. L'engagement de Mazarin n'a rien de désintéressé. Il veut que des grandes richesses viennent récompenser les services qu'il rend à la monarchie française. En particulier, il reçoit les revenus de nombreuses abbayes. Petit à petit, il tente à confondre les revenus de l'État royal avec les siens, même s'il sait, en cas de nécessité, faire d'importantes avances pour servir le souverain. En revanche, il ne peut pas, à la différence de Richelieu, obtenir avant la Fronde des duchés ou des gouvernements de province, ce qui lui aurait permis de s'enraciner en France. Il y apparaît comme très raffiné en comparaison des traditions rudes de la cour de France. Il aime faire des petits présents aux dames pour retenir leur amitié. Il a surtout une passion pour les objets d'art, les tapisseries ou les sculptures. Un homme de paix. À la différence de Richelieu, Mazarin répugne à utiliser des méthodes brutales et rigoureuses, s'efforçant de convaincre l'adversaire ou de le corrompre, cherchant à contourner l'obstacle et acceptant de reculer au besoin. Négociateur de métier, il promet beaucoup et à tout le monde, laissant espérer honneur, emploi et argent, même s'il est souvent incapable de tenir ses promesses. Si ses détracteurs dénoncent ses ruses, il faut reconnaître qu'il évite de faire couler le sang. Il veut que le roi soit obéi, c'est-à-dire que les décisions du gouvernement soient appliquées, mais il ne veut pas d'un pouvoir tyrannique qui puisse accabler et meurtrir les sujets. La tâche de Mazarin consiste avant tout à finir la guerre en faisant la paix, et la plus honorable possible. Après Rocroi, les armées françaises ont l'initiative et remportent des succès un peu partout. En 1643, des négociations commencent en Westphalie, à Münster et à Osnabrück pour mettre fin à cette guerre commencée en 1618. Un accommodement se dessine dans l'Empire sur le plan politique et religieux. La diplomatie française joue là un rôle difficile entre l'empereur catholique et ses vassaux, les princes protestants alliés du roi très chrétien. Les traités de Westphalie. Face à l'Espagne, Mazarin a la sensation de pouvoir remporter une victoire totale, ce qui le conduit en 1646 à commettre un faux pas. Il envisage d'abandonner la Catalogne, qui s'est donnée au roi de France, et toutes les conquêtes françaises pour obtenir l'ensemble des Pays-Bas,
la Belgique actuelle et le Luxembourg, par un échange ou bien comme dot de la future reine de France, si Louis XIV vient à épouser une infante d'Espagne. À travers cette proposition, Mazarin rêve d'éloigner Paris de la frontière du Nord et de donner ainsi une pleine sécurité à la capitale française. De telles intentions déçoivent les Catalans et indignent les Hollandais, alliés de la France, qui la veulent bien comme amie, mais non comme voisine, et qui s'empressent de signer la paix avec le roi d'Espagne. Cette paix séparée renforce la cause de ce dernier, d'autant plus que la victoire militaire totale, escomptée par Mazarin, n'est pas au rendez-vous. La diplomatie espagnole transforme en succès ses échecs et la paix avec la France s'éloigne. Le 24 octobre 1648, le plénipotentiaire servien, proche de Mazarin, signe seul, au nom du roi de France, un traité à Münster avec les nombreux représentants de l'empereur et les princes allemands. Le contraste est frappant entre la monarchie française unifiée sous une seule autorité et l'Allemagne, composée de multiples principautés. Les diplomates suédois s'accordent aussi avec l'empereur de leur côté. Le système westphalien. Ces accords dits de Westphalie ramènent avant tout la tranquillité dans l'Empire. Le calvinisme y est reconnu à côté du luthérianisme et du catholicisme. Un équilibre doit permettre une coexistence entre les confessions chrétiennes. En Europe centrale, la diversité religieuse demeure donc, mais la situation se fixe et doit être maintenue comme elle était en 1624. Si plusieurs territoires redeviennent ainsi protestants en Allemagne, l'empereur, comme souverain d'Autriche, de Bohême et de Hongrie, peut imposer à tous ses sujets le retour au catholicisme. La religion ne peut plus être une cause de guerre entre les pays de l'Europe dont la carte religieuse ne doit pas être modifiée. Les différents princes allemands conservent le droit de faire la guerre et la paix. L'empereur n'a pas pu établir une monarchie unifiée. Il n'a pas fait l'unité de l'Allemagne, qui demeure une mosaïque complexe d'États. Un territoire de langue germanique, l'Alsace passe même sous le contrôle du roi de France. Aux yeux de certains, Richelieu et Mazarin ont ainsi retardé de 2 siècles la transformation de l'Allemagne en un État national qui ne se fera qu'en 1871. On évoque volontiers aujourd'hui le système westphalien, une organisation internationale dont les membres sont des États souverains et indépendants et où aucune autorité ne s'impose au-dessus d'eux. Des règles juridiques tendent pourtant à s'imposer pour faciliter la solution des conflits et limiter les effets de la guerre sur les populations civiles. Aux yeux des Français, ces traités favorables à la France n'ont guère d'importance car la terrible guerre avec l'Espagne continue. En 1648, la fronde a déjà commencé en France et les frondeurs accusent volontiers le Premier ministre d'avoir manqué la paix générale. Une éducation royale. Après la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV, dans ses mémoires, a écrit ou laissé écrire ce texte où il présente le cardinal comme un ministre rétabli malgré tant de factions, très habile, très adroit, qui m'aimait et que j'aimais, qui m'avait rendu de grands services, mais dont les pensées et les manières étaient naturellement très différentes des miennes, que je ne pouvais toutefois contredire, ni lui ôter la moindre partie de son crédit, sans exciter peut-être de nouveau contre lui, par cette image quoique fausse de disgrâce, les mêmes orages qu'on avait eu tant de peine à calmer. Le roi rend hommage à la personnalité et au talent du cardinal, souligne l'affection, ou mieux l'amour qui le lie à lui, et la reconnaissance qu'il lui doit. Le texte de Louis XIV souligne pourtant les divergences qui apparaissent avec le temps entre le maître et son disciple. Enfin, il justifie sa prudence qui l'a conduit à laisser si longtemps son pouvoir au Premier ministre afin d'éviter le retour des troubles politiques. Une équipe de maîtres. Pour seconder Mazarin, Anne d'Autriche a choisi comme gouverneur le marquis de Villeroy, un subtil courtisan qui ne contredit jamais le roi. Elle a désigné le 28 mai 1644 comme précepteur l'abbé de Péréfixe de Beaumont, bientôt évêque de Rodez.
Ce docteur en Sorbonne a servi Richelieu comme camérier, et c'est Mazarin qui propose sa nomination. Plus tard, pendant la Fronde, ayant pris ses distances avec le cardinal, il subit le ressentiment de ce dernier qui l'écarte du roi de 1652 à 1656, avant de le rappeler. Lamotte Levaillé, un homme de lettres aux idées audacieuses, dirige l'éducation du frère du roi, et à partir de 1652, suit également celle de Louis XIV. On compte aussi un maître pour les mathématiques, un autre pour les exercices de guerre, un maître pour enseigner à tirer des armes, un professeur d'écriture, un maître à danser, un autre pour le jeu de paume, un joueur de luth, un maître pour la guitare, un de dessin. Un interprète des langues étrangères apprend l'italien au roi, qui saura aussi parler un peu l'espagnol, puisqu'il répond en 1700 pour son petit-fils à l'ambassadeur d'Espagne. Un écuyer italien est employé comme professeur d'équitation. Une telle liste permet de bien discerner les priorités de cette éducation qui vise à former un homme de cour. Bien sûr, il faut insister aussi sur la présence d'un confesseur à partir de 1649, qui dirige la conscience du prince et fait son éducation spirituelle. L'enfance d'un roi ne signifie pas toujours le faste. Le valet de chambre, Laporte, raconte que ses draps sont si usés qu'il le trouve plusieurs fois les jambes passées au travers. Une autre fois, il montre l'état délabré des carrosses, et le roi en rougit de colère. On lui donne alors 5 carrosses neufs. Ainsi se forge l'idée que l'éducation du roi a souffert d'un certain abandon qui signifie aussi une indéniable liberté. Un ignorant? Louis XIV a déclaré à propos du latin « Je ne l'entends point, car je suis un ignorant ». Le roi regrette sans doute cette situation. En déplorant ses propres lacunes, il montre qu'il n'est pas savant, faisant preuve ainsi d'une humilité intellectuelle. Néanmoins, certain dédain du savoir fait également partie de la culture nobiliaire, qui préfère l'action à la connaissance, même si, au XVIIe siècle, un changement s'opère, les fils de la noblesse fréquentant les collèges. Le mémorialiste Saint-Simon écrit de son côté « À peine lui apprit-on à lire et à écrire ». Le même auteur souligne son ignorance sur les choses les plus communes d'histoire, d'événements, de fortune, de conduite, de naissance, de loi. Et il serait ainsi tombé, par ce défaut, et quelquefois en public, dans les absurdités les plus grossières. Il faut regarder avec prudence de telles affirmations. Le reproche de Saint-Simon porte plutôt sur la culture politique du roi, mais ce que le duc reproche à son souverain, c'est sans doute de ne pas connaître assez bien les généalogies de la noblesse ancienne dont il fait partie, et ainsi de ne pas respecter l'ordre traditionnel de la société. Voici un exemple de ces petites insuffisances du roi. Un jour, à propos de son petit-fils, le duc de Berry, on parle de placer Lepontieux dans son apanage, son patrimoine personnel. Mais Abbeville proteste. Louis XIV s'étonne et il lui faut expliquer que cette ville est la principale du Ponthieu. En tout cas, il ne semble pas que dans cette éducation l'accent soit mis sur l'acquisition de connaissances. Louis XIV apprend à écrire. Son maître d'écriture lui donne comme modèle cette phrase « L'hommage est dû au roi, ils font ce qu'il leur plaît ». Et Louis XIV recopie 6 fois ce beau principe qu'il signe 8 fois. Il apprend aussi du latin. Péréfixe a rédigé une Institutio Principis qui permet de comprendre ses idées pédagogiques. Il place la piété au centre de l'éducation. C'est un devoir de reconnaissance envers Dieu qui établit les princes comme ses vice-rois et ses ministres. Un roi doit regarder l'Église comme sa mère et il doit défendre sa doctrine. Péréfixe adapte ses maximes passant du « tu » au « je » et en fait des phrases que le jeune roi met en latin et qu'il apprend, tout en répétant ainsi ses engagements de souverain. Il traduit à 13 ans en cachette de son précepteur, semble-t-il, pour lui en faire la surprise, une partie des commentaires de César. Cette guerre des Suisses, par Louis XIV, Dieudonné, roi de France et de Navarre, est imprimée en 1651. Malgré tous ces exercices, le roi maîtrise mal, comme il a dit lui-même, le latin, si présent dans la vie intellectuelle et religieuse. Une leçon d'histoire, les rois fainéants.
Dans son enfance, les femmes à son service, lorsqu'elle le couchait, lui ont raconté des contes. Le valet Laporte propose pour l'endormir de lui lire l'histoire de France et on choisit celle de Mézeray, qui vient de paraître, et que Laporte lui lit d'un ton de conte. C'est là qu'il apprend à mépriser les rois fainéants, comme il le rappelle lui-même dans ses mémoires. Dès l'enfance même, le seul nom des rois fainéants et de maire du palais me faisait peine quand on le prononçait en ma présence. Louis XIV trouve donc dans l'histoire de France des leçons politiques. Il s'intègre ainsi lui-même dans une histoire du royaume où les historiens justifient l'apport de la monarchie absolue. On devine donc quelques lectures, mais Louis XIV n'a rien d'un homme de bibliothèque, d'un homme des livres. 2 mois et demi avant sa majorité, en 1651, son ancienne gouvernante, Madame de Lansac, lui donne les lettres que Catherine de Médicis a écrites à ses fils, Charles IX et Henri III, pour leur apprendre les devoirs d'un roi. C'est un programme très précis pour régner, tenir une cour et gouverner. Dans ses choix pédagogiques, il faut deviner la sagesse de Mazarin. Le précepteur lui disant que le roi ne s'applique pas à l'étude, le ministre répond « Ne vous mettez pas en peine. Reposez-vous-en sur moi. Il n'en sera que trop, car quand il vient au conseil, il me fait 100 questions sur la chose dont il s'agit. » Ainsi, aux yeux du subtil cardinal, il n'y a pas de savoir d'État qu'il faudrait apprendre. Un roi doit en revanche s'intéresser à son royaume et à sa tâche. Le travail ne doit pas non plus occuper toute la vie d'un souverain. Homme de cour. Louis XIV dispose de beaucoup de temps pour apprendre à monter à cheval, à tirer au fusil, à jouer à toutes sortes de jeux, à danser, à faire de la musique. Il tient à merveille son rôle dans des ballets et en 1652, un ambassadeur vénitien indique que les jeux, les danses et les comédies sont les uniques entretiens du roi, dans l'intention de le détourner entièrement des choses plus solides et importantes. Le diplomate voit là une ruse du Premier ministre. En 1653, Louis XIV représente Apollon dans le ballet de la nuit, avec un costume composé de rayons d'or, et l'année suivante, il descend sur la scène dans une machine, toujours habillé en Apollon pour un opéra italien. Devenu un jeune homme, Louis XIV aime chasser et se révèle un excellent tireur. Il monte à cheval avec élégance. Il participe à une course de bagues en 1656. Cela commence par une cavalcade brillante où les cavaliers montrent leurs riches habits et le harnachement de leurs chevaux. Le roi conduit le premier des 3 quadrilles, a choisi le blanc et le rouge comme couleur, et sur son bouclier il y a un soleil, avec pour devise « Né Piou, né Paris », ni plus grand, ni impareil. La course a lieu dans les jardins du Palais Royal. Doté d'une excellente santé, le roi a une majesté naturelle et une grâce élégante des gestes que la danse lui a donnée. Il a le goût de la musique, et elle accompagne sa vie à la messe, dans les fêtes, dans la vie quotidienne, aux armées. Il encourage le théâtre et finalement tous les arts. Il excelle plus tard à jouer au billard. Ce qu'Anne d'Autriche et Mazarin veulent, c'est former un prince capable d'avoir une cour brillante. Et en effet, Louis XIV acquiert de multiples talents pour participer à la vie de cour et l'animer. Si le goût de la chasse s'inscrit comme une tradition chez les Bourbons, les choix de Mazarin sont ailleurs essentiels. Le cardinal porte en lui l'héritage de la Rome de la Réforme catholique et de tous les arts qu'elle a su développer, et il apporte en France l'écho des innovations esthétiques qui se sont épanouies en Italie, ainsi que toutes les traditions de raffinement qui se sont élaborées dans les petites cours princières de la péninsule, à Mantoue, à Florence, à Ferrare, à Turin, à Naples, mais aussi bien sûr à Venise. Le cardinal introduit l'opéra en France. Il fait venir des artistes italiens. Un castrat, Atto Melani, chante au Louvre au lever de la Reine-Mère, puis participe au ballet aux côtés du roi, devenant même l'un de ces gentilshommes ordinaires. C'est aussi un agent secret. Le cardinal donne également un autre exemple au roi en aménageant son palais de Paris et en constituant d'admirables collections, en particulier de tapisseries et de statues. La reine et le Premier ministre font ainsi du roi un homme de cour, tel que la tradition européenne le définit et l'exalte depuis le XVIe siècle. Il se montre sensible à la beauté des bâtiments et des objets.
à la création et aux nouveautés artistiques, à un mode de vie luxueux, pas forcément confortable, aux paroles mesurées et douces, aux manières élégantes et raffinées qui tranchent avec la brutalité ordinaire des guerriers. Plus tard, Louis XIV réussit ainsi à métamorphoser la cour de France sans toucher à son organisation. Le roi sait bien parler, avec précision et justesse. Or, Anne d'Autriche écrit ses lettres dans un mélange de français et d'espagnol, Mazarin dans un mélange de français et d'italien, le cardinal ayant conservé un accent prononcé, semble-t-il. Où Louis XIV a-t-il appris à s'exprimer avec tant de fermeté et d'exactitude? De ses maîtres, des ministres, des secrétaires qui l'entourent. Les dames autour de la reine ont sans doute joué un rôle, car certaines appartiennent au monde des précieuses, sensibles à la délicatesse des sentiments, à l'élégance des manières et aux recherches du langage. L'art de la dissimulation. Plus qu'un savoir, un roi doit apprendre les droits et les devoirs d'un souverain. C'est la formation morale, sociale et politique qui compte, et qui finalement nous échappe le plus. Chacun cherche ainsi à inculquer à Louis XIV le secret. Laporte lui-même écrit « Il est vrai qu'il était déjà très secret, et je puis dire y avoir contribué, car je lui ai dit plusieurs fois pour l'y préparer qu'il fallait qu'il fût secret, et que si jamais il venait à dire ce qu'on lui aurait dit, il pouvait s'assurer qu'il ne serait jamais rien que les nouvelles de la Gazette. » Louis XIV démontre qu'il acquiert vite et bien l'art de dissimuler. Son confesseur peut écrire un peu avant sa mort, dans une dernière lettre à Mazarin, en avril 1653, « Le roi croit en sagesse et en dissimulation. » La fonction royale a d'abord besoin d'une telle capacité à se taire, à feindre, à cacher ses sentiments. En permanence, en effet, le gouvernement prend des décisions. Elles perdent toute efficacité si elles sont révélées à l'avance. De façon étonnante, le jeune homme ne se livre guère aux jeunes gens de son âge qui y trouvent peu d'intelligence. Brienne, fils du secrétaire d'État des Affaires étrangères, écrit « Il se cachait à moi comme à tout le monde, et je lui trouvais quelquefois, avant la mort de Mazarin, si peu d'intelligence que j'en étais étonné. J'avoue que je m'y mépris. » Les sentiments de maître. Le roi doit apprendre à commander. Mais une telle éducation est commune chez les gentilshommes, d'abord parce qu'ils ont un grand nombre de domestiques. Le roi, lui, doit acquérir de surcroît des réflexes qui exigent les marques de respect absolu de la part de tous ses sujets, même des princes, ses parents. Le valet Laporte remarque « On ne lui inspirait pas assez les sentiments de maître. » Et il raconte une audience donnée par le jeune roi au prince de Condé, alors tout-puissant à la cour, sans doute vers 1649. Le roi se lève de son siège pour recevoir son cousin, mais reste découvert. « Ce qui ne me plaisait pas », écrit le valet de chambre. Ce dernier alerte le précepteur, puis le gouverneur, qui se garde bien d'intervenir. Laporte se décide à dire tout bas au roi de se couvrir. Condé s'aperçoit du manège, et en homme d'ordre, il approuve. « Sire, Laporte a raison. Il faut que votre majesté se couvre. Et c'est assez nous faire d'honneur quand elle nous salue. » Le valet et le prince ont le même sens de la hiérarchie politique et sociale. Le roi doit être couvert et tout sujet devant lui doit se découvrir. Condé, lui-même, demande un jour aux familiers du roi s'il y a apparence que le roi soit honnête homme. Cette expression signifie toutes les qualités et les vertus possibles, et ils disent qu'il en donne toutes les espérances. « Vous me ravissez, nous dit-il, car il n'y a pas de plaisir d'obéir à un sot. » Mazarin lui-même dit au maréchal de Gramont qu'il y a en Louis XIV de l'étoffe à faire 4 rois et un honnête homme. Silencieux et secret, un peu dissimulateur, le jeune Louis XIV cache sa véritable personnalité. Dès la mort de Mazarin, il prendra un ton de maître qu'il n'avait jamais eu et qu'il ne perdit plus ensuite. Le roi a près de lui 6 enfants d'honneur. De 1642 à 1644,
parmi lesquels Louis-Victor de Rochechouart, futur maréchal duc de Vivonne et frère de la future marquise de Montespan, et Brienne, le fils du secrétaire d'État. Après 1644, il n'en a plus officiellement. Selon Laporte, le cardinal se garde d'ailleurs de donner au jeune roi des camarades de son âge de peur qu'ils ne lui disent qu'il était le maître et qu'il fallait qu'il le fût. Le jeune homme partage pourtant ses divertissements avec d'autres adolescents, d'abord son frère Philippe, mais aussi Paul Mancini, un neveu de Mazarin, ou Charles de Meaux du Fouillou. Ces derniers meurent lors de la bataille du faubourg Saint-Antoine en 1652. Brienne laisse entendre que certains de ses compagnons sont assez délurés alors que le souverain est très pudique. En tout cas, Mazarin surveille toutes les fréquentations du monarque, écartant ceux dont il juge nuisible l'influence. Pendant la Fronde, alors qu'il a dû s'éloigner, Mazarin s'inquiète. « Quelqu'un m'a mandé qu'on parle au roi de 1000 choses mal à propos, qu'on dit des ordures devant lui à tout moment et qu'on n'oublie rien pour le débaucher. Je ne sais si cela est, mais la reine ne saurait apporter assez de soin pour l'empêcher. » Nièce et neveu de Mazarin. Le cardinal, à partir de 1648, fait peu à peu venir d'Italie ses 7 nièces Martinozzi et Mancini, que l'on appelle parfois Mazarinettes, ainsi que ses 3 neveux Mancini, Paul, Philippe Jules et Alphonse. Plusieurs de ces jeunes filles et jeunes gens vivent désormais près du roi. Le Premier ministre considère qu'il n'a rien à craindre d'eux puisqu'ils ne sont pas de grande naissance, qu'ils n'ont aucune position sociale en France et qu'ils dépendent totalement de lui. Il utilise aussi bientôt ses nièces dans ses stratégies politiques. Plusieurs d'entre elles sont d'une grande beauté, et leur oncle qui s'enrichit en servant le roi peut leur assurer de fabuleuses dots. Un grand seigneur ne résiste pas à tant de séduction. Ces jeunes beautés contribuent à l'éclat de la cour. Laure Mancini épouse dès 1651 le duc de Mercœur, descendant d'un fils légitimé d'Henri IV. Le prince de Conti, un Bourbon, cousin du roi, plutôt contrefait, ne dédaigne pas d'obtenir en 1654 la main d'Anne-Marie Martinozzi. Leur mariage est très heureux. Laure Martinozzi s'unit au futur duc de Modène, un prince souverain d'Italie. Olympe Mancini épouse en 1657 Eugène Maurice de Savoie, comte de Soissons, un parent du duc de Piémont-Savoie, qui accumule en France les grandes charges. Louis XIV lui-même tombe amoureux de Marie Mancini, nous le verrons. Les 3 neveux, l'un meurt pendant la Fronde, l'autre dans un accident au collège. Le dernier, Philippe Jules, plus tard duc de Nevers, commence une vie toute tournée vers les plaisirs, en particulier de la gastronomie. Une mystérieuse affaire. C'est en 1652 qu'a lieu l'événement qu'a rapporté Laporte, le jour de la Saint-Jean. Le roi ayant dîné chez son éminence et étant demeuré avec lui jusque vers les 7 heures du soir, il m'envoya dire qu'il se voulait baigner. Son bain étant prêt, il arriva tout triste, et j'en connus le sujet sans qu'il fût nécessaire qu'il me le dît. La chose était si terrible qu'elle me mit dans la plus grande peine où j'ai jamais été. Et je demeurai 5 jours à balancer si je la dirais à la reine. L'affaire est présentée de façon bien mystérieuse. Voltaire, qui connaissait ce témoignage, a donné son avis. Il paraît que Laporte fut trop scrupuleux et trop mauvais physicien, médecin. Il ne savait pas qu'il y avait des tempéraments fort avancés. Il devait surtout se taire. Il se perdit pour avoir trop parlé et pour avoir attribué à la débauche un accident fort naturel. Pour Voltaire, l'adolescent de 14 ans aurait été troublé par une pollution et le valet se décide à en parler. Au contraire, le cardinal aurait rassuré son filleul sur cette découverte intime. Laporte interprète mal l'attitude de Mazarin. Il y voit un attouchement sexuel de sa part. Simone Berthière, biographe de Mazarin, complète cette explication plausible. Disons ici en substance que le valet de chambre, ayant constaté sur les vêtements de l'adolescent les traces d'une éjaculation précoce, en avait conclu que Mazarin, chez qui il avait passé l'après-midi, s'était livré sur lui à un attentat manuel, honteux alors que celui-ci, comme l'aurait fait un père, s'était contenté de le rassurer sur un phénomène on ne peut plus naturel.
La reine a voulu tirer l'affaire au clair. Comment imaginer alors qu'elle n'ait pas réagi fermement si le prélat avait osé toucher le prince, elle qui est une mère attentive et une souveraine orgueilleuse? Ou bien il faudrait penser qu'un amour passionné pour le cardinal les conduit à fermer les yeux. Nous ne pouvons pas entrer dans le secret des consciences, mais il apparaît bien que la sexualité du jeune roi est surveillée et épiée avec soin. Poussé par sa haine jalouse à l'égard de Mazarin, le valet a voulu le confondre. Quelques mois plus tard, il est écarté de ses fonctions. Après la mort de Mazarin en 1664, la Porte revient à la charge, écrit à Anne d'Autriche et évoque cette fois l'attentat Manuel. Dans une lettre à Louis XIV, il indique que sa mère l'accuse d'une faute considérable et ainsi le couvre de honte, comme si la reine-mère avait rejeté la faute sur le valet. Le roi l'autorise finalement à reparaître devant lui pendant 8 jours, à condition qu'il ne lui parle de rien. L'initiation amoureuse. En tout cas, la tradition historique attribue à Catherine Henriette Bélier, dame de Beauvais, femme de chambre d'Anne d'Autriche, l'honneur d'avoir initié le roi à l'amour. Elle aurait eu entre 30 et 40 ans dans les années 1650. Saint-Simon se souvient d'elle. Madame de Beauvais, première femme de chambre de la reine-mère, et dans sa plus intime confidence, et à qui tout le monde faisait d'autant plus la cour qu'elle ne s'était pas mise moins bien avec le roi, dont elle passait pour avoir eu le pucelage. Je l'ai encore vue, vieillie, chassieuse et borgnesse, à la toilette de Madame la Dauphine de Bavière, où toute la cour lui faisait merveille, parce que de temps en temps elle venait à Versailles, où elle causait toujours avec le roi en particulier, qui avait conservé beaucoup de considération pour elle. Son fils, le baron de Beauvais, a la capitainerie des plaines autour de Paris. Il est élevé avec Louis XIV et participe à ses ballets et à ses fêtes. Louis XIV, très sensible au charme féminin, courtise nombre de jeunes femmes qui vivent à la cour. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.